Bonjour à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome, toutes les nouvelles mobilités. Et alors, disons-le, répétons-le avec à la fois pas mal d'étonnement et une bonne dose de fierté, le podcast automobile aujourd'hui encore number one dans sa catégorie. Je vous parle d'Apple iTunes et à cette occasion, j'ai toujours mon... Bah oui, évidemment, ça se fête. C'est toujours le seul podcast automobile, c'est promis, qui ne met pas de super samplon dans les cornflakes le matin. Ravi de vous retrouver dans des conditions qu'on va vous détailler. Je suis Cédric Ingrand. Et il va devoir le répéter parce que j'ai pas ouvert le micro. Et je suis Thomas Debois. Et oui, c'est un épisode exceptionnel. Et pour cause, d'abord, nous sommes ensemble, ce qui n'arrive, je crois que c'est la 3e fois depuis le début de ces 2 saisons de podcast. Mais surtout, nous sommes, comme on dit, hors les murs. On vous l'annonçait, on vous l'avait promis au dernier épisode et on a tenu parole. Nous sommes à Clermont-Ferrand sur le circuit Ladoux. Le circuit Ladoux, c'est le circuit d'essai de Michelin, là où l'équipementier teste ses nouveaux pneus, ses nouvelles gommes sur tous les nouveaux modèles de véhicules. On va s'en parler d'ailleurs. C'est surtout ici que se rassemble ce week-end le Tesla Owners Club France, le club des possesseurs de Tesla. On vous racontera un événement, vous allez voir, assez ludique, enfin en tout cas pour ceux qui ont eu le temps. Là je regarde Thomas, on a découvert pas mal de choses, on aura même du coup des invités à ces micros pour nous parler de l'événement, mais aussi des pneus connectés, de ce qu'on va pouvoir faire pour mieux gérer le coût de sa recharge électrique à la maison. On se parlera aussi de course automobile ou comment, alors là ce qui est pour le coup vraiment le dernier carré du thermique se prépare quand même à l'avenir. Au sommaire également, assez d'actualité parce que c'est presque un double épisode, assez d'actualité pour vous tenir toutes les vacances d'été. On se parlera du marasme absolu du marché automobile, revenu à des chiffres de vente pas vus depuis près de 50 ans, un marasme qui forcément touche un peu moins le marché de la voiture électrique, quoique tout n'est pas si rose, on verra que même Tesla a plutôt la vie dure en ce moment. Pourtant, ça y est, on sait désormais que la mort du véhicule thermique est programmée en Europe, on en connaît même déjà la date. Une mort, mais pas pour tout le monde, on verra que certains constructeurs ont des chances d'échapper au coup près. Et puis, on se parlera de ce qu'est le nerf de la guerre des électriques, les batteries, avec une innovation ahurissante qui pourrait inaugurer l'ère, j'ai envie de dire, des 1000 km d'autonomie, une nouvelle batterie qui pourrait arriver dès l'année prochaine. Mais dans quelle voiture ? On va le voir. Nous sommes donc à Clermont-Ferrand, sur les bords du circuit Ladoux, le circuit d'essai de Michelin. Alors, Thomas, toi, tu as eu le temps, parce que moi, j'avais du matériel à déballer, des choses à préparer, des textes et des lancements à écrire, mais toi, tu as eu le temps d'aller faire la visite, d'aller t'amuser un peu ? Oui, il y avait un château gonflable, j'ai vu ça. Non mais ça, tu n'as plus 6 ans, Thomas. Ouais, non, j'ai pu tester avec un pilote Michelin, une Model 3, même pas performance, juste grande autonomie, sur un circuit mouillé. Ah. Et franchement, ça dépote. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient retiré toutes les assistances. Alors même pas. Non, il y avait le BSP. D'accord. Il était là. Il a juste mis le pied dedans sur une piste mouillée pour voir ce que ça faisait. Il a mis le pied dedans, voilà. Donc Et alors ça fait comment ? Parce que moi j'ai jamais fait. Bah écoute, ça fait du 90 en virage, ça fait du 150, 165 même sur une petite ligne droite. Puis après hop, tu prends le virage, donc tu driftes, hein, clairement. La voiture drift quand même, mais elle te rattrape bien. Ça te balance un petit peu de chaque côté de la voiture. C'est bizarre parce que là, on vient d'entendre passer une voiture thermique, pas n'importe quelle voiture, mais on s'en parlera tout à l'heure. Ça, c'est pas une voiture électrique que vous venez d'entendre. Non, ça c'est une petite Ferrari, ça. Mais en tout cas, tu es quand même toujours en sécurité. C'est ça qui est assez fou, c'est que tu te rends compte que vraiment, avec les pneus les pneus qui chaussent cette voiture, en tout cas, t'as embauché chez Michelin, toi, ça te tiennent vraiment. Si tu veux, ma vie en dépendait à un moment donné. Là je suis convaincu. Vraiment, t'es collé au bitume, même avec 7-8 mm de flotte sur la route, quoi. C'est assez fou. C'est impressionnant. On le disait, nous sommes ici sous les auspices du Tesla Owners Club France, le club des possesseurs de Tesla, dont le président est avec nous. Bonjour, cher président. Bonjour. Bonjour, Cyril Touchet. Vous êtes donc le club officiel des possesseurs de Tesla. Combien de membres aujourd'hui ? Quasiment 1000. On a quasiment 1000 depuis la dernière fois. Oui. Alors, j'essaie toujours de savoir si c'est un chiffre qui augmente au rythme des ventes. Ou est-ce que vous partez d'un cœur de passionnés qui étaient déjà propriétaires depuis un certain temps ? Ah non, ça a progressé fort en un an là. Ouais. Donc on a quand même des gens qui nous rejoignent, des gens qui n'étaient pas du tout bagnoles, qui ont eu leur Tesla. Ça c'est intéressant. Et qui viennent. C'est des gens qui n'étaient pas forcément au club des possesseurs d'Audi ou de quoi que ce soit ou d'Alfa Romeo avant. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont découverts une passion automobile avec l'électrique. Exactement. C'est assez surprenant, je pense, parce qu'on a des gens qui n'étaient pas du tout bagnoles et qui se mettent vraiment. Et j'ai dans mon entourage, j'ai réussi à convaincre
une amie qui, d'ailleurs, son mari m'en veut beaucoup parce qu'elle lui interdit de prendre sa voiture, parce que c'est sa Tesla, et elle est devenue accro à sa voiture, elle la lave tout le temps, elle se promène tout le temps, et elle refuse à son mari de la prendre. Donc oui, quelqu'un qui avait une Clio avant, et qui est tombé amoureux de sa voiture et de la marque. Oui. Alors, on va la faire en deux panneaux. D'abord, à quoi sert d'être membre d'un club de possesseurs ? Alors, être membre n'est pas indispensable. On organise beaucoup d'événements dans les régions qui sont ouverts à n'importe quel propriétaire de Tesla, voire même quelquefois on fait des rendez-vous avec d'autres marques de voitures électriques, avec l'association Fauve par exemple, qui fédère les autres marques. Donc, c'est pas indispensable. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos adhérents ? C'est bien entendu un espace d'échange et de coopération autour de la marque Tesla en elle-même, et puis des rassemblements. On va aller faire du kart électrique, pour rester dans le thème, par exemple. Ah oui, c'est chouette, ça. On va faire des visites d'un barrage hydroélectrique, parce qu'on aime rester autour du thème aussi, de l'environnement, de tout ça, et de l'entraide. Il y a aussi beaucoup la question entraide, parce que passer à l'électrique, c'est nouveau, il y a plein de nouvelles choses à apprendre, et le club aussi apporte beaucoup d'aide par une sorte de parrainage où on accueille volontiers les nouveaux avec toutes leurs questions récurrentes, souvent, mais en tout cas, on les conseille au mieux. Vous existez depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est ça, j'allais dire près de 3 ans. Entre le profil des membres des débuts et le profil des nouveaux membres aujourd'hui, ça a vraiment changé ? Oui, on a eu les pionniers d'origine qui sont au cœur de la création. Ce que j'appelle les chirurgiens dentistes. Oui, en l'occurrence, oui, des gens à l'époque, il fallait avoir plus de moyens et surtout la foi. Exactement. Il fallait la foi à l'époque pour acheter une Tesla et partir dans ce monde-là. Donc ça, ce sont les pionniers et on les remercie. C'est aussi grâce à eux que la marque s'est démocratisée. Et puis, qui font une partie de nos adhérents. Et une autre partie, bien entendu, voilà, comme je disais, tous les gens qui sont arrivés à la Model 3 et qui se sont pris de passion pour cette voiture. On a quand même des gens qui avaient avant des voitures sportives et qui ont essayé un jour une Tesla et qui ont fait mais bon sang, c'est super polyvalent parce que faut pas se leurrer, on n'est quand même pas au niveau d'une super Porsche très sportive, mais quelqu'un sur une Model 3 à 30, 40 ou 50 000 euros, non. Non, très clairement. Mais on est sur quelque chose quand même qui donne le rapport prix-sensation entre guillemets est quand même excellentissime. Donc voilà, même si c'est pas à ce niveau-là, donc des gens qui sont passés. Et vous retournez un peu moins souvent au garage. Ça, pour le coup, oui, et à la pompe, on n'en parle même pas. Non, ça c'est pas sympa. Ce serait pas. Non. On comprend à quoi sert ce genre de club. À quoi sert ce genre d'événement ? C'est vraiment juste la vertu de se retrouver ? Oui. Aujourd'hui, le rassemblement, c'est un des rassemblements de l'année, un des seuls rassemblements de l'année qui est réservé vraiment aux adhérents de l'association. Donc c'est un peu notre messe annuelle. Et alors que les autres événements régionaux sont souvent ouverts aux autres. On n'est pas forcément d'être adhérent, pas besoin forcément d'être adhérent. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre messe annuelle. Et là, pour le coup, c'est là où on se retrouve. On a plein de partenaires, nos sponsors qui viennent aussi. Et puis voilà, une belle journée autour de la mobilité électrique, mais avec un côté familial. On a des jeux pour enfants. Oui, ça, j'ai été assez étonné. C'est-à-dire que il y a des enfants, il y a des familles, il y a des espèces de châteaux gonflables pour que les enfants aillent jouer. Il y a des jeux vidéo. Là, tout à coup, vous avez, j'ai envie de dire, presque autorisé vos membres à dire venez en famille ou amenez un ami, je sais pas. C'était une demande qu'on a eue suite au premier événement qui était beaucoup plus bagnolard. On était dans un garage de préparation. Je me souviens, oui. On était sur une piste pour faire des 400 mètres départ arrêtés et on a eu beaucoup de gens qui sont venus, alors ou seuls ou avec leur famille, mais pour le coup, il n'y avait pas grand-chose pour les enfants et la famille. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était quand même un événement qui n'était pas seulement bagnole. Et on a dit, le prochain événement, on va vraiment pousser cet aspect aussi pour les enfants et les familles. Alors pour ceux qui ne sont pas avec nous, qu'est-ce qu'on fait ici ? On découvre certains partenaires. Alors, évidemment, il y a Michelin. Vous avez quand même une chance incroyable. Enfin, c'est-à-dire qu'avoir accès à cet endroit, il faut imaginer. Hein, on est au milieu de la nature. Voilà, il y a la chaîne des volcans d'Auvergne. Tout ça, c'est magnifique. Et il y a cette immense piste d'essai sur laquelle, ici, les possesseurs de voitures peuvent aller faire un tour. Ils peuvent aussi, et c'est pour ça que vous entendez parfois des bruits de moteurs thermiques, ils peuvent aussi aller faire un tour dans une Ferrari, dans une Porsche de très belle facture. Pas forcément pour se comparer, mais juste pour le plaisir. Et alors, c'est pas vous qui prenez le volant, évidemment, ce sont des pilotes d'essai Michelin. Exactement. Un début de notre événement, on s'est fait inviter par Michelin suite au premier événement l'an dernier.
Michelin a décidé de nous inviter sur le site de la Doue pour notre deuxième événement. Donc ça, c'est vraiment un énorme cadeau qu'ils nous font. C'est assez exceptionnel de pouvoir venir ici sur ce site. Et donc voilà, le but étant de permettre à nos adhérents de pouvoir tourner sur piste, donc avec des coachs, des moniteurs qui peuvent les accompagner pour leur expliquer les trajectoires. Donc on a un circuit mouillé, un circuit sec. Et aussi, Michelin nous a gentiment proposé de nous mettre à disposition leurs pilotes et quelques voitures pour nous permettre de faire des baptêmes. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des baptêmes à profit d'une... C'est la seule partie payante en dehors du ticket d'entrée. Ouais. C'est la seule partie payante qu'on achète sur place, c'est de pouvoir s'acheter des baptêmes sur ce type de voiture au profit d'une association locale, donc, qui est l'association pour le confort des enfants hospitalisés de l'hôpital Clermont-Ferrand. Donc ça nous permet comme ça de collecter. Et on a aussi une tombola où les gens gagnent des lots. Et entre autres, tout à l'heure, ils vont gagner un tour sur la piste rapide, donc l'anneau de vitesse en Porsche Taycan avec un pilote essayeur qui va faire des pertes de contrôle. C'est-à-dire, le but, c'est de lâcher le volant à 200 km/h et quand on se rapproche du bord, de donner un grand coup de volant, reprendre l'appui. A priori, ceux qui font ça en ressortent pas indemnes. Oui, alors on rappelle que ce genre de choses est à ne faire, d'ailleurs, à réserver d'abord aux professionnels et à ne faire que sur une piste fermée. Tu sais, le truc qui est marqué en bas de la pub automobile. Circuit fermé. Bon, écoutez, c'est formidable. Vous avez déjà un prochain événement en tête ? On va se reposer et après on pensera au prochain. Non, pour l'instant, oui, évidemment que c'est un événement qui est amené à être annuel. L'an prochain, je ne sais pas où on va aller. Je sais pas, Laguna Seca, Nürburgring. Non, j'exagère, mais le Nürburgring, enfin. Oui, c'est peut-être. Non. De toute façon, ce qu'on veut, c'est faire des événements sympas pour nos adhérents. Le Mans, c'est sympa, Le Mans. Ouais, Le Mans, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais peut-être qu'on y arrivera. Mais après, pas de problème de chapelle pour approcher des gens comme ça ? Non, je pense pas. Enfin, aujourd'hui, je pense que, on prouve nous notre ouverture justement par la présence des thermiques aujourd'hui, d'autres marques. On a une Audi e-tron GT aussi. Je pense qu'on a prouvé qu'on était ouvert et qu'avant tout, c'est un peu la fête de l'automobile. Bien entendu, on a un club Tesla, donc il y a beaucoup de Tesla, évidemment. Mais on n'est pas fermé, donc j'espère qu'avec ça, on prouve qu'on est ouvert et que la prochaine fois, d'autres circuits nous accueilleront aussi pour nos événements. Ouais. Eh ben, écoutez, nous, en tout cas, on sera ravis de venir également parce que c'est un événement chouette. C'est très détendu, je trouve, dans l'ensemble. C'est combien de temps de préparation ? Ça fait depuis, je pense, décembre vraiment oui, d'accord. Ça fait 6 mois intenses avec 3 personnes principalement. Pas moi, moi je suis le président, donc par nature je délègue. Évidemment. Voilà, évidemment. Mais non, on a 3 personnes qui ont vraiment, Vincent, Nicolas et Olivier, qui ont beaucoup investi de temps et de soirée. Et puis surtout les équipes Michelin. Enfin, Michelin nous a soutenus de manière incroyable pour nous recevoir ici. Ouais, on les remercie d'ailleurs parce que vraiment la qualité de l'accueil est totalement remarquable. Enfin, c'est moi qui découvre ce site, c'est incroyable. Et d'ordinaire, en plus, ça fait partie de ces endroits où on ne peut pas aller. C'est-à-dire que ça ne se visite pas. Ça se visite pas. Voilà. Merci, cher président. Merci, Cyril Touchet. Merci à vous. C'est comme toujours un plaisir de vous avoir au micro. On va en venir à l'actualité, Thomas, parce qu'évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Surtout qu'évidemment, une fois de plus, on a mis 2 mois à se mettre à faire un épisode de plus. Il nous faut presque autant de temps à faire un épisode qu'il faut à Cyril Touchet pour faire un événement. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on en conclue. Je voulais qu'on se parle des ventes du marché de l'automobile. Et alors, j'aurais aimé vous dire que cette fois, il y a un mieux, mais non, on serait malheureusement loin de la vérité. J'ai des chiffres récents. Moins de 765 000 véhicules immatriculés en France depuis janvier. Là, je vous dis ça à blanc, forcément, si vous n'êtes pas un expert, ça ne vous fait pas réagir. Eh ben, c'est simple, il faut remonter à 1971 pour retrouver des chiffres aussi mauvais. Parce que, et puis, évidemment, il faut vous rappeler que pendant ce temps-là, le nombre d'habitants du pays a augmenté, les routes disponibles également. Bref, on devrait s'attendre à mieux. C'est dû à quoi ? C'est dû à quoi ? Bonne question. C'est dû à quoi ? C'est dû surtout apparemment à la pénurie de composants qui touche un peu tout le monde, beaucoup de secteurs dont l'automobile, et c'est ce qui fait qu'on a un 7e mois consécutif de baisse au niveau des ventes. Après, je ne sais pas si c'est dû aussi... Alors, comme ça touche aussi l'occasion, oui.
C'est assez curieux, c'est-à-dire que on a l'impression que tout à coup, tout ça dure assez pour que le marché du neuf arrive même plus à alimenter le marché de l'occasion, au moins de la jeune occasion. Ouais. Et alors ça, il y a de la donnée macroéconomique qui nous le confirme, mais on le voit aussi de manière très, j'ai envie de dire, à ras de terre. C'est-à-dire vous allez dans une concession et vous dites bonjour, j'aimerais une voiture, et on vous dit une voiture, mais comme vous y allez, cher ami, oui, une voiture, mais vous la voulez cette année ou je sais pas, asseyez-vous, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. C'est compliqué, hein. Il y a un peu de ça. D'ailleurs, je viens de dire une bêtise. En fait, c'est 13 mois de baisse consécutive pour la vente neuve, de neuf, et 7 mois de consécutifs sur l'occasion. Voilà, pas dire de faux chiffres, de fausses informations. Et après, est-ce que aussi la conjoncture fait que, aussi avec l'inflation, peut-être l'érosion du pouvoir d'achat. La hausse du prix de l'essence qui pousse pas forcément. Alors ça devrait pousser à s'acheter une voiture au moins plus économe, peut-être, ou plus récente. Ouais, et puis tu as aussi le développement toujours grandissant des moyens alternatifs de déplacement, le covoiturage, les choses comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent prendre le train aussi, je sais pas, pour les longs trajets, et puis peut-être prendre les transports. J'ai pas trop creusé de ce côté-là, mais en tout cas, je sais pas si en fait c'est vraiment lié au fait qu'il y ait une pénurie de voitures. Est-ce que c'est vraiment un problème de stock? Alors c'est intéressant parce qu'il y a des marques qui ont l'air de s'en sortir beaucoup mieux que d'autres. Il y en a deux en l'occurrence. Là, je cite un papier de nos camarades de BFM TV. Il y a Dacia et Hyundai, enfin Hyundai et Kia donc, qui eux sont en hausse. Dacia a fait une hausse de 2,69%. Bon, c'est pas massif, mais enfin quand même, vu la déprime totale du marché, c'est impressionnant. Et Kia est presque à 4% de hausse, avec des explications très différentes. Du côté de Dacia, le fait que les ventes se portent finalement pas si mal serait lié au fait que ce sont des voitures plus simples. Donc il y a juste moins de composants complexes dans une Dacia, ça on peut l'entendre. Et du côté de Hyundai et Kia, ça tiendrait à leur organisation industrielle beaucoup plus verticalisée, c'est-à-dire qu'ils auraient beaucoup plus de maîtrise sur les composants qu'ils intègrent dans leurs automobiles, et du coup ils souffrent moins de pénurie extérieure. Moi je trouve ça intéressant parce que c'est des explications différentes. Alors évidemment quand on dit le marché est en dépression totale, alors c'est vrai, mais avec des limites, parce que les véhicules électriques eux, se vendent même mieux. J'avais des chiffres qui sont les chiffres du mois de mai. Au mois de mai en France, l'électrique, là je vous parle uniquement de l'électrique complet, hein, pas les hybrides, représente plus de 15 000 immatriculations au mois de mai, c'est-à-dire 12% du marché. Ouais. Il faut imaginer que c'est 10% de moins que l'année dernière, mais donc la pénurie est réelle, mais la hausse de la part de marché de l'électrique, elle semble absolument irrépressible, probablement pour les mêmes raisons, probablement dopée également par la hausse des prix de l'essence, parce que c'est vrai qu'il y a une saisonnalité dans l'automobile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se rachètent une voiture par exemple à la veille des vacances d'été pour partir en vacances avec. Le problème c'est que quand on est sur un prix du super qui est à 2 voire 2,50 sur l'autoroute, ça donne pas forcément envie de sauter le pas. Plus 30% de ventes pour l'électrique d'une année sur l'autre, avec toujours d'ailleurs en tête, et c'est étonnant mais c'est vrai que j'en vois de plus en plus, la Fiat 500e qui arrive en tête des immatriculations, suivie par la E208. Il y a encore la Zoé, la Dacia Spring. Ben oui, c'est peut-être aussi pour ça que Dacia se maintient, c'est qu'ils ont d'un côté des véhicules simples et de l'autre une électrique qui est la moins chère du marché en neuf, enfin dans ce format-là. Ce qui est marrant, c'est de voir que Fiat fait 4% du marché sur le thermique. Ils sont complètement en chute libre, par contre ils sont sur un segment électrique très porteur pour eux, quoi. Mais oui. Alors ça, c'est le mois de mai. Évidemment, on va me dire, mais je comprends pas. Et Tesla, la Model 3, s'est pas vendue. Si, elle s'est vendue. Il y en a eu 10. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est une question de saisonnalité. C'est parce qu'ils livrent plutôt en fin de trimestre. Donc il faudra attendre les chiffres définitifs du mois de juin. Mais attention au biais. Attention au biais. À quel biais ? Bah oui, justement, attention au biais. Je viens de dire 10, mais évidemment, ça ne veut rien dire, puisqu'ils livrent finalement sur les fins de trimestre en général. Donc, en effet, il ne faut pas prendre ce chiffre de 10 en avril pour, tu vois, genre, c'est pas les catastrophes. Si tu veux. C'est juste que, voilà, il faut attendre la fin du trimestre. Il faut lisser ça sur un trimestre ou sur 6 mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces nouveaux acheteurs arrivent sur un marché où ils n'ont pas forcément toujours pris le temps ou trouvé les bonnes sources d'informations pour savoir... J'ai envie de dire à quoi allait ressembler leur nouvelle vie d'automobiliste, parce que c'est une autre vie. Moi, je suis toujours très triste d'entendre les mêmes sornettes de certains de mes confrères et ex-confrères. J'entends des choses des choses ahurissantes. J'ai même pas envie de les répéter. Je pense que, et ça, je vais vous faire une promesse, comme ça, je serai forcé de la tenir. À la rentrée prochaine,
on essaiera de faire un épisode ou plusieurs épisodes où on se posera toutes les questions, tous les trucs que soit un éditorialiste à la télé, soit votre cousin sur WhatsApp vous dit en disant non mais moi j'entends des choses. Non mais de toute façon quand ces batteries ne marcheront plus, on sera forcé de les enterrer. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. De toute façon, le lithium est une terre rare. De toute façon, enfin toutes ces choses que tu entends. Ou non mais attends, il y aura jamais assez d'électricité. Hein. Je l'ai entendu sur une chaîne de télévision nationale que je ne citerai pas parce que je caresse l'espoir d'y être chroniqueur. Ou encore, on n'aura jamais assez d'électricité pour toutes ces voitures. Alors que RTE a fait des rapports sur le truc. Mais ça, on se le dit et on s'en plaint de manière, j'ai envie de dire, régulière et constante. Je pense que voilà, on va se lancer dans 1 ou 2 épisodes beaucoup plus didactiques, des trucs dont vous pourrez garder le lien sur votre smartphone. On filera un QR code, on fera tout ce que vous voudrez. Et où, voilà, quand votre cousine sur Facebook dira non mais de toute façon, on n'aura jamais assez d'électricité. Voilà, vous direz, attends, on va faire un gros debunk. Voilà, on va faire un gros debunk. Allez écouter Cédric et Thomas et on en finira. Parce que je pense que c'est pas en continuant de distiller ce genre de debunk qu'on va arriver à régler le problème. Je suis pas sûr que c'est en faisant des grands chapitres uniquement dédiés au problème qu'on y arrivera non plus, mais au moins on aura l'impression d'avoir fait notre part du travail. Nous sommes rejoints par Rémi Rousset. Bonjour Rémi. Bonjour Cédric. Vous êtes le cofondateur de Light. Light, c'est une start-up. Pour tout vous dire, je vous ai croisé ce matin, vous m'avez dit, ça vous intéresserait pas d'en savoir plus sur, savoir si vous dépensez le bon montant pour recharger votre voiture électrique à la maison, mieux analyser plus finement votre consommation électrique, savoir si vous avez le bon forfait chez le bon opérateur. J'ai dit, mais où voulez-vous en venir? Light, c'est quoi? C'est une société technologique qui analyse les données de consommation électrique des consommateurs? Exactement. Nous, notre mission, c'est d'accélérer la transition énergétique des consommateurs, qu'elle soit la plus économique et la plus efficace possible. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, 91% des foyers français ont quelque chose de magique, c'est qu'ils ont un petit compteur communicant sous le doux nom de Linky, et également Gaspard, sa version gaz, mais là on va surtout parler du Linky. Et finalement, nous ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient analyser ces données, bien sûr avec l'autorisation du client, il y a les RGPD, tous ces sujets-là. Oui, parce que ça c'est une grosse nouveauté de l'arrivée de Linky en l'occurrence, c'est que tout à coup, vous pouvez accéder à vos propres données, vous pouvez connecter ces données à des applications, mais vous pouvez aussi donner l'autorisation à un tiers d'accéder à ces données. Exactement, et en fait en quelques clics, en ligne, aucun matériel à installer, rien à acheter, directement en ligne, les gens ils s'inscrivent, donc sur light.eco, ils créent leur compte, et à partir de là, on va commencer à analyser leurs données de consommation. Et qu'est-ce qu'on va y découvrir ? La première des choses, c'est finalement là où les gens arrivent chez nous, c'est ils se disent mais ma facture d'énergie, mais qu'est-ce qui se passe ? Surtout en ce moment avec la crise actuelle, où ils se prennent des rattrapages et où les prix ont juste commencé à un petit peu augmenter par rapport malheureusement à ce qui va arriver dans les prochains mois. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient vérifier, c'est ce qu'on appelle un bilan d'optimisation tarifaire, on vient vérifier si les clients ont le bon contrat d'énergie par rapport à leurs usages. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué d'identifier quelle est l'offre la plus adaptée par rapport à mes usages. Et si on le fait pas sur l'analyse et juste sur des estimations, en fait très rapidement on dit n'importe quoi. Et donc c'est là où on a lancé notre bilan d'optimisation tarifaire. Et sur ce bilan, on a décidé de faire quelque chose d'assez différent, puisqu'aujourd'hui il existe les comparateurs d'énergie, vous allez me dire très bien, vous n'avez rien réinventé à part prendre de la donnée réelle. Mais en fait ce qu'on fait nous, c'est qu'on a dit on est totalement indépendant et compatible avec l'ensemble des fournisseurs. Ce qui veut dire que ce bilan d'optimisation tarifaire, les gens l'achètent, il coûte 19€, on pourra peut-être regarder pour un petit code promo pour les auditeurs. Et derrière, en fait, on le mettra dans les notes de l'émission, c'est promis. Ça marche. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le maximum d'économies. Et si on trouve moins de 70€ d'économies, on leur rembourse le bilan d'optimisation tarifaire. 70€ sur l'année ? Sur l'année. Donc en fait, nos clients, ils sont gagnants ou gagnants. C'est simple. Alors évidemment, ça concerne tout le monde. Exactement. Mais au premier chef, ceux qui consomment un peu plus d'énergie que les autres. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez... alors, évidemment, si vous avez un véhicule électrique, parce qu'en plus, vous allez peut-être vous poser la question non seulement de comment vous recharger, à quel rythme, à quel moment, que sais-je encore, mais ça peut concerner, j'ai envie de dire, monsieur et madame tout le monde, dès lors que vous avez une pompe à chaleur, une climatisation, que sais-je encore, enfin, ou tout à coup, ou surtout que vous n'arrivez plus à déchiffrer votre propre consommation, non ? Ouais. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué, parce qu'on a chacun des usages qui sont différents avec sa recharge, ses panneaux solaires, sa pompe à chaleur, tout le monde change. Et surtout, on a des offres qui sont de plus en plus compliquées.
Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est un petit peu comme il y a 15 ans dans les telcos. On a des offres soirée-week-end, on a des offres après-midi moins chères, on a des offres l'été c'est moins cher. En fait, ça devient juste impossible, si on n'analyse pas les données, de pouvoir faire quelque chose de réel et vraiment d'identifier. À se demander si ces offres sont faites pour être vraiment lisibles. J'avais un camarade qui appelait les télécoms, qui appelait ça le cartel d'embrouille, parce qu'évidemment, on essayait de comparer entre elles des offres en disant mais c'est ça, est-ce que j'ai plus envie d'appeler ma maman le soir ou le matin? Enfin, ça n'a aucun sens. Vous m'avez dit autre chose qui m'a posé question. Vous m'avez dit on peut aussi avec ces données déterminer la qualité de votre isolation, en gros la qualité de comment on appelle ça, flûte, la performance énergétique. La performance énergétique de votre logement. Exactement. En fait, c'est surtout ça, c'est de se dire, la première chose, et c'est la chose la plus basique, les gens, ils veulent avoir une facture qui est maîtrisée, et c'est le coût, c'est la première des préoccupations. Le sujet d'ensuite, c'est comment on évite le fameux effet rebond. Parce que si on vous a trouvé un super contrat d'énergie pas cher, qui est bien optimisé pour vous, mais que derrière, vous faites pas attention à ce que vous dites, c'est bon, j'ai un contrat intéressant, donc le chauffage, je peux y aller un peu fort, c'est bon, c'est pas grave, en réalité, vous allez sûrement manger le bénéfice, donc déjà, c'est pas très intéressant. Ensuite, on est quand même dans une situation où on sait qu'on a abaissé notre consommation d'énergie, et la question, c'est comment? Et c'est souvent ça que les gens se posent la question, c'est quelle solution je peux avoir? Et finalement, avec cette donnée, c'est ça qu'il faut, c'est que les gens n'ont pas encore conscience de tout ce qu'on peut faire avec cette donnée, c'est que cette donnée, elle peut permettre d'identifier si vous surconsommez sur le chauffage, si vous avez un problème d'isolation, ça veut dire... Non mais très bien, mais ça vous le faites comment? Alors, c'est ce qui est aussi magique, c'est quand vous inscrivez, donc en quelques clics chez nous, le temps moyen c'est 47 secondes entre le moment où vous arrivez et le moment où les analyses ont démarré. Vous faites très bien le pitch, hein. J'avoue que je suis assez impressionné, Thomas aussi, là il se coule la tête. Voilà. Complètement. Bon, j'ai 2 nouveaux utilisateurs, voire plus. Et donc en fait, la première des choses, c'est que nous, on va pouvoir accéder à votre historique. Et on va pouvoir accéder jusqu'à 2-3 ans d'historique. Donc on va pouvoir voir les hivers, on va pouvoir voir tous ces sujets-là. Et donc on va mesurer, par exemple, quand il fait froid, il commence à faire de plus en plus froid l'hiver, comment elle varie votre consommation d'énergie? Est-ce qu'elle augmente un petit peu ou est-ce qu'elle augmente beaucoup? Ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique la thermosensibilité. Donc ça, ce critère-là, ça permet déjà de qualifier votre logement. Et finalement, sans avoir à déplacer quelqu'un chez vous, encore une fois, tout en ligne, directement, on va vous faire un bilan de performance énergétique, identifier, vous dire, là, il y a un problème sur votre chauffage, faites attention à vos réglages, là, il y a un problème sur votre isolation, faites quelque chose. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que, j'ai envie de dire, mon opérateur électrique devrait me proposer quasiment. Oh, c'est ça votre destin, c'est d'être acheté par un grand opérateur. Mais alors ça, c'est une bonne question. Sur mon destin, je suis pas Madame Irma, je peux pas encore savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est est-ce que vraiment c'est au fournisseur, celui qui vous vend l'énergie, de vous aider à moins en consommer? Est-ce que c'est celui qui vous vend les bonbons qui va vous aider à moins manger? Ouais, il y a un problème de motivation. Il y a toujours un problème. Alors, je suis très heureux de lire dans la presse ces dernières semaines des appels de la part des grands majors de l'énergie à ces sujets. Très bien, mais surtout, il a fallu qu'on attende une guerre, une crise climatique et des prix qui vont juste exploser pour qu'on commence à se dire « Oh, en fait, la sobriété, c'est peut-être pas si grave, on va peut-être pas... En fait, il va peut-être falloir commencer à en parler. » Pour qu'on nous ressorte la chasse au gaspille des années 70, quoi. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Mais c'est en gros quelque chose qui, là, faisait suite à un choc pétrolier. C'est ça. Voilà. C'est ce qui est un peu l'équivalent de ce qu'on vit aujourd'hui, finalement. Et on vit ça, et puis on a vécu dans une période où on se posait pas trop de questions, où tout était en abondance, et on se rend compte, en fait, que l'énergie n'est pas infinie. On a des réalités physiques derrière, qu'on a pu bénéficier de tarifs très intéressants, mais maintenant on a un parc nucléaire qui a rénové, à faire évoluer. On a les questions de l'énergie renouvelable qui sont intégrées, donc on a plein de problématiques qui sont très physiques, très compliquées, et où finalement on était dans une logique à dire non mais le consommateur, on va pas trop lui demander, hein. Lui il consomme, c'est juste, c'est quelque chose de marrant. Hein. Le compteur, quand on dit le numéro du compteur, ça s'appelle un PDL, un point de livraison, d'accord ? Bah oui. Donc on vous livre de l'énergie, on ne vous pose pas de questions. Et maintenant, ça s'appelle un PRM, un point de relevé et de mesure. Parce que maintenant, on voit que les gens, ils sont capables aussi de mieux maîtriser leur consommation, d'injecter de l'énergie aussi s'ils ont des panneaux solaires. Donc en fait, on a un réseau électrique qui est en train de changer totalement. Et ça, c'est ce qui est devant nous et c'est ce qu'il faut qu'on accélère. Et sans la donner, honnêtement, on n'y arrivera pas. C'est une nécessité. Il faut que le consommateur, on arrive à l'engager, à lui faire comprendre les choses et à l'accompagner. C'est pas juste quelqu'un qui va continuer à payer des factures, surtout avec ce qui nous attend sur l'augmentation des tarifs. La plus grosse idée reçue de l'abonné à l'électricité, de l'usager, c'est quoi ? C'est que
C'est que heure pleine, heure creuse, ça permet de faire des économies. Ah, les fameuses heures pleines, heures creuses. Alors ça, c'est le sujet. Vous posez une très bonne question. Les heures pleines, heures creuses. C'est un métier, monsieur. Les heures pleines, heures creuses, en fait, ça a été pendant très longtemps et jusqu'en février dernier, une option qui était finalement pas intéressante pour beaucoup de gens, même si les gens l'avaient. Et pourquoi ? Parce qu'en fait... pourtant, c'est quelque chose souvent qu'on prenait par défaut en se disant bah oui, je ferai mes machines la nuit, moi je vais charger ma voiture la nuit, enfin, etc. Et là aussi, on tombe dans des situations, je dirais pas de cartel d'embrouille, mais où tout à coup, on s'aperçoit que les heures creuses sont pas les mêmes pour tout le monde. Et que finalement, pour arriver, l'abonnement est un peu plus cher. Enfin, le prix du kilowatt en heure pleine est plus cher. Donc, il y a une règle de 3 compliquée à faire que les gens ne font pas finalement pour savoir s'ils économisent. Et finalement, rares sont ceux qui s'en sortent. C'est ça. Et alors, pour la petite anecdote, Light, quand on a créé Light, l'histoire a commencé avec un voisin qui lançait ses machines à laver la nuit. Et à 3h du matin, avec ma femme, ça avait tendance à un petit peu nous déranger. Un matin, je lui ai dit... Pourquoi vous faites ça ? Ils m'ont dit c'est parce que mes parents m'ont toujours dit de lancer mes machines à laver la nuit parce que c'est moins cher. C'est une habitude. C'est une habitude, mais c'est ancré culturellement dans l'éducation. On a les parents, ces sujets-là, parce que c'était cette période où on optimisait tout. Mais pour tout vous dire, moi j'ai changé de contrat il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai mis 6 mois à réaliser que j'avais pas d'heure creuse en fait. Et que c'est pas la peine que j'attende 23 heures pour brancher ma voiture. Et de toute façon, c'était illusoire parce que les heures creuses commençaient à 1h du matin. Enfin, et là, je me suis aperçu que j'étais devant un système, j'allais dire, qui jouait pas en ma faveur, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est ce problème-là. Et en fait, avec ce voisin, c'est vraiment ce que je lui ai dit. Je lui ai démontré que ça servait à rien, donc il a arrêté de faire ses machines à laver la nuit. Et maintenant, tout le monde est content. Là, le problème, c'est que ça bouge tellement que maintenant, les heures pleines, heures creuses sont redevenues, pour beaucoup de gens, très rentables depuis le 1er février. Mais pourquoi donc ? Alors, c'est une excellente question. En fait, allez-y sur les compliments, n'hésitez pas, mais n'en faites pas trop. En fait, il fallait avant consommer 55% de son électricité en heures creuses pour que l'option soit rentable. Donc en 8 heures dans la journée, donc 8 heures sur 24, donc en un tiers du temps, vous devez consommer 55% de votre énergie pour que ce soit rentable. La nuit. La nuit. Alors, attention, et c'est ce que vous avez dit, les heures pleines, heures creuses. Il y a des heures creuses parfois deux voisins n'ont pas les mêmes plages d'heures creuses. Mais pourquoi donc ? Parce que c'est quelque chose qui est attribué par Enedis à l'échelle nationale et qui vise à équilibrer le réseau certaines périodes de plus faible demande. Et donc statistiquement, on a 8 heures qui sont réparties. Attendez, vous êtes en train de me dire que si je vais voir mon voisin et que je lui dis au fait, et ici j'emménage les heures creuses, c'est quand ? Et qu'il me dit écoutez, c'est 22h30, 6h15. Si ça se trouve, ça n'a aucune valeur. Ce ne sont pas mes heures creuses à moi. Exactement. Vous, ça va être de 14h à 16h et puis de 4h à 8h. Là. Bien sûr. Ok, d'accord. Et alors tout ça se fait quand même sur fond d'une crise de l'énergie. Ce prix du kilowattheure, pour ce qui nous intéresse, il va continuer à augmenter. Il va continuer à augmenter. Alors, il nous a pas attendu. Hein. Il continue à augmenter sur les marchés. Si on prend les marchés de gros, avant le prix du mégawattheure, donc on va le parler en kilowattheure, ça coûtait 5 centimes du kilowattheure, le prix de l'électron sur les marchés de gros. Je résume rapidement, mais c'est à peu près ça. Aujourd'hui, il vaut 30 centimes. Donc il a fait x6. Et on n'est que en juillet. Hein. On n'est pas à l'hiver prochain. Donc on ne sait pas encore ce qui va nous attendre sur l'hiver prochain. Et c'est EDF qui fait le delta entre ce prix-là et le prix que vous payez avec un contrat réglementé aujourd'hui. Exactement. Et ça, c'est juste le prix de l'électron. Le prix de l'électron, normalement, ça représente qu'un tiers de votre facture, d'accord, de votre prix du kilowattheure. Et là, aujourd'hui, le prix du kilowattheure, il est à 17 centimes à peu près. D'accord ? Donc, il faut que vous me rentriez aujourd'hui 30 centimes dans 17 centimes. C'est difficile. Ça rentre moyennement. J'ai fait écho, moi, au bac, hein, mais c'est difficile. Mathématiquement, c'est assez compliqué. Mais donc, il faut bien comprendre ça. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que en février prochain, on risque très fortement d'avoir des fortes augmentations. De quel ordre ? Alors, les simulations qu'on fait aujourd'hui sur le tarif de base, c'est plus 50%. Holy... ça veut dire on serait à 25 centimes, quoi. Exactement. Le kilowattheure. Le kilowattheure. Sur le prix du heure pleine, donc qui est aujourd'hui autour des 20 centimes, il prendrait 84%. Et l'heure creuse, elle prendrait 27%. Là, je commence à regarder les équipements qu'on a autour de nous en disant mais j'ai pas les moyens d'enregistrer ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut vendre tout de suite ? Mais en fait, et là, ça répond aussi à votre question, pourquoi les heures pleines, heures creuses deviennent aussi rentables ? C'est que là, on a un prix de l'heure pleine qui va augmenter de 84%, en tout cas dans les simulations qu'on a aujourd'hui. Il faut attendre la fin de l'année pour avoir vraiment les derniers chiffres. Et un prix de l'heure creuse qui augmente de 27 centimes, de 27%. Donc on voit bien qu'il y a un delta, ce qui fait que
les heures pleines heures creuses vont devenir extrêmement rentables et on va avoir de plus en plus des offres différenciées comme ça qui vont revenir sur le marché pour que le consommateur il puisse jouer ce rôle de consommer au moment où ça coûte le moins cher pour les fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie, il y en a beaucoup pour qui c'est dur. Hein. Il y en a même qui ont quasiment baissé le rideau. C'est plus qu'il y en a. Il y en a déjà une petite dizaine qui a baissé le rideau depuis l'hiver dernier. Oui, moi j'étais chez un opérateur alternatif, dirons-nous, qui était à ce micro la dernière fois qu'on est venu au Tesla Owners Club et qui était absolument charmant, délicieux et qui lui-même a fini par envoyer des mails à ses clients en disant écoutez, je pense qu'il est grand temps que vous vous rabattiez sur un tarif réglementé parce que le tarif temps réel ne sera plus une affaire pour vous pour probablement pas mal de temps, quoi. C'est ça. Et alors sur le tarif réglementé, c'est une très bonne. Sur ce sujet-là, il faut faire attention parce que tout le monde dit on est protégé par le tarif réglementé de vente. Le tarif réglementé de vente, il y a deux choses. Un, il y a eu un très fort bouclier tarifaire en février 2022. Pour rappel, en 2022, on avait une élection présidentielle en mai 2022 et des législatives en juin 2022. Je dis ça, je dis rien. Donc on a eu une très grosse protection. Vous l'avez dit quand même, mais Et ensuite, là, on va avoir derrière, en 2023, très certainement, beaucoup moins la logique d'un bouclier tarifaire. Donc on va avoir des très fortes augmentations. Il faut se préparer à ça. Et donc le tarif réglementé de vente, il va en fait surtout... il va y avoir un décalage. Il lisse l'augmentation, mais il ne l'empêche pas. Là où, par contre, il y a d'autres options tarifaires qui font, par exemple, avec des prix fixes, où là, on peut vraiment se garantir un prix de l'électron qui est fixe pendant 2, 3, 4 ans. Et ça, c'est peut-être des choix qui sont plus intéressants. Encore une fois, c'est au cas par cas, ça nécessite d'analyser la consommation du client pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Bon, écoutez, donc pour en savoir plus sur votre consommation, est-ce que vous pourriez faire de mieux et à quelle heure vous et pas votre voisin, donc pouvez brancher votre véhicule électrique pour le recharger. Vous pouvez aller sur lite.eco. Merci beaucoup Rémi Rousset. Donc c'est promis, on va mettre un petit code promo dans les notes de l'émission. Ça sera fait. Écoutez, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci Cédric. Au revoir. Bon, une chose est sûre quand même, hein, malgré l'augmentation du prix du kilowatt, c'est pas encore demain que le coût d'une recharge électrique égalera le coût d'un plein d'essence, surtout à 2 ou 2,50 le super. Et ça tombe bien parce que ça y est, on le disait, on a maintenant la date couperet de la fin du thermique, c'est 2035. Alors ça aurait pu être 2030, mais c'est vrai que 2030 c'est tellement demain que ça paraissait un peu rapide, mais moi j'ai des théories là-dessus. 2035, date à laquelle on ne pourra plus en Europe vendre de véhicules neufs à moteur thermique. Alors ça paraît loin parce qu'on se dit ouais c'est dans 12 ans, mais d'abord le temps passe plus vite que vous ne l'imaginez, et puis ça veut dire que 12 ans pour tout un secteur industriel, c'est finalement pas tant de temps que ça pour arriver à... j'ai pas envie de dire de tout changer, parce qu'évidemment, ça fait longtemps qu'ils devraient s'y préparer, mais quand même, ça, c'est un choc au système, quoi. Bah oui, parce que t'imagines tous les métiers qui sont liés à ça, tous les fournisseurs, tous les garagistes, tout ce qui est lié à l'automobile thermique, ça va être un chamboulement total, donc c'est pas plus mal que les gens aient quand même jusqu'à 2035 pour commencer à s'organiser, hein, on va dire. Parce que oui, en effet, ça va être un truc assez rude. D'ailleurs, J'ai beaucoup aimé les mots de nos confrères de Caradisiac qui disaient en 2035, les autos neuves vendues en Europe cesseront définitivement de fumer. Alors c'est amusant parce que c'est pas totalement définitif, mais ça on va y revenir. Ouais. Alors j'ai entendu beaucoup de réactions de ah non pourquoi. Enfin tu vois ce que j'appelle à chaque fois les 4 étapes du deuil thermique, tu vois, qui commencent par le non ce n'est pas possible, je ne vous crois pas, le déni évidemment. Alors il faut préciser les choses. On ne parle ici que des voitures neuves. Exact. On précise et on le répète, par exemple dans notre beau pays, les voitures neuves c'est 20% des ventes, 80% des transactions se font sur de l'occasion et vous pourrez continuer à acheter une voiture thermique d'occasion. Enfin, vous pourrez peut-être, oui, vous pourrez l'acheter, ça c'est sûr. Vous pourrez rouler avec. Est-ce que vous pourrez rouler avec ? Ça c'est une autre histoire, parce que d'ici là, on a toute l'histoire des ZFE, les zones à faible émission, c'est-à-dire en gros les grandes villes, mais pas que les grandes villes, parce que je crois que ça concerne maintenant plus de 70 agglomérations en France, qui vont graduellement interdire d'abord le diesel, puis les Euro 3, puis etc., etc. Enfin, pardon, les critères 3, les critères 2, etc. Donc finalement,
quand on dit 2035, on dit ah mais ça, c'est loin, mais non. Et je pense qu'en fait, mais ça c'est une théorie qui est toute personnelle, mais enfin qu'on est plusieurs à partager, c'est qu'en fait, je pense que les choses vont aller beaucoup plus vite que ça. D'abord parce que je vois pas comment. Quelqu'un de normalement constitué pourrait, d'ici 2026, 7, 8, imaginer acheter une thermique neuve. Ouais. Sauf, je sais pas, des trucs très particuliers. T'as des gens qui sont quand même, tu sais, genre, qui nagent à contre-courant, tu vois, et qui se disent, qui font de la résistance, tu vois. Après, évidemment, voilà. Non, mais ça, les rebelles de la vidange, il y a toujours des saumons qui, voilà. Mais ce que je veux dire de manière logique, en disant, bon, j'achète une voiture familiale ou une voiture de tous les jours, etc. Et donc, j'ai probablement l'espoir de pouvoir la revendre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Eh ben non, là, ce sera clairement impossible. Donc en fait, quand on dit 2035, c'est un coup près réglementaire. Mais ce ne sera pas impossible, hein, pardon de te couper, mais ce ne sera pas impossible, puisque l'occasion, tu pourras toujours la revendre, ta voiture. Oui, bien sûr, mais il y a des gens qui ne pourront pas rouler avec. On tourne toujours de... Ah bah oui, bien sûr. Là, c'est ça. Hein. On est comme un hamster dans sa roue qui dit, bon, ça c'est résolu. Ah mais non, mais ça marche pas. Ah oui, mais ça... Bon. Et du coup, je pense que quand on dit 2035, c'est trop rapide, je pense que la réalité va être encore plus rapide que ça. Et puis, il faut voir le prix du carburant. Enfin, t'imagines, on n'a aucune visibilité sur l'évolution des tarifs du carburant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être en fait commencer à se dire finalement l'électrique c'est pas si mal. Ah non mais ça je pense que pour moi c'est déjà une motivation très très nette aujourd'hui et qui va aller qu'en s'accélérant parce que de fait il y a quand même assez peu de chances que le prix du pétrole s'effondre. Mais voilà ceux qui voient ça comme un coup comme en disant 2035 c'est trop tôt ne se rendent pas compte du fait que c'est déjà un peu là déjà. Voilà cette réalité du marché elle est presque déjà là et je pense que si on a cette même conversation au même endroit dans 2 ans, on dira 2035. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, la règle ne servira plus à grand-chose. Et d'autant qu'on va peut-être en reparler plus tard, mais apparemment, il y a certaines personnes qui disent aussi que bientôt, l'électrique va quand même coûter beaucoup moins cher. Alors oui, mais ça, là, il y a des effets de masse et des effets industriels. Et puis le fait que je pense que les deux technologies sont pas comparables, et ça c'est un truc que je répète tout le temps, mais on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, je ne comprends pas. Non, mais elles sont pas comparables au sens qu'elles sont pas du tout au même moment de leur courbe d'innovation. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de voir dans l'électrique ce qu'était, je sais pas, l'informatique personnelle, aller du milieu, fin des années 80, début des années 90. C'est-à-dire l'explosion, donc tout à coup tout le monde disait ah, tiens, ce serait bien que j'ai un ordinateur, mais avec des choses encore améliorables en termes de technologie. Alors évidemment, la voiture électrique arrive pas au même moment de l'évolution technologique générale. C'est pas, on n'aurait pas fait les mêmes voitures il y a 30 ans, mais ça aide là aussi beaucoup. Mais le potentiel encore d'amélioration, d'innovation, d'optimisation et donc de fait, in fine, de baisse des prix. C'est-à-dire qu'à un moment, la voiture électrique va quand même collecter les bénéfices de sa simplicité par rapport au thermique. Ouais. Et j'ai cette photo que j'ai vue sur Twitter d'un type qui il a d'un côté un moteur électrique qui fait 250 chevaux et qui en gros fait la taille de... je sais pas, un sac de patates, quoi. Ouais. Et à côté, un moteur thermique de 250 chevaux qui, lui, ressemble résolument à une usine à gaz. Voilà, la différence en termes de simplicité, à un moment, elle va se voir dans les prix. Elle se voit déjà, mais elle se voit déjà sur le long terme. Elle se voit déjà sur le coût de ta voiture lissée sur les 5 ans où tu vas la détenir. Ouais. Mais pour le reste, on en est quand même encore pas là. Alors, je disais, évidemment, ça y est, ce sera la fin du thermique. Ah, mais attention, il reste encore, j'ai envie de dire, c'est pas un petit village gaulois qui résiste à un envahisseur électrique. Eh ben non, c'est pas un village gaulois, c'est une ville italienne. Enfin, il y a pas que celle-là, mais il y en a une, c'est Maranello. Ouais. C'est-à-dire que il y a un amendement, ce qu'ils appellent l'amendement Ferrari, sur justement l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves en Europe, qui pourrait exempter de cette obligation des marques de luxe. Alors, c'est pas en tant que marque de luxe qu'elles vont être exemptées, c'est en tant que marque qui vendent peu de voitures. Moins de 10 000 exemplaires par an. Oui, ce qui est à peu près le cas pour un Aston Martin, pour un Ferrari, et ils n'ont pas l'intention de se lancer dans la grande série. Ferrari, ils en ont vendu beaucoup cette année-là, mais c'est peut-être dû aussi à la crise et au fait que il y a des gens qui peuvent se permettre du coup d'acheter des Ferrari, mais ils en ont vendu plus que 10 000 en tout cas. Ils en ont vendu, je crois, 11 000. Ouais, c'est ça. Aston Martin, c'est 2 000 ventes. Maserati, c'est 4 003. Ouais. Ferrari, t'as raison, ça doit être un peu plus. Porsche, ça doit être quand même bien plus. Porsche, c'est... Ah non, je confondais avec Maserati qui en vend... Ou Lamborghini.
Lamborghini, je crois. Oui, non, oui, voilà. Ouais. Mais bon, voilà. Donc il y aura peut-être une exception. Lamborghini en vend moins, mais plus rentable. Ah bah oui, sinon quel intérêt. Mais il y aura donc peut-être une exception. Sinon que là aussi, ces constructeurs-là qui te vendent, alors ils te vendent une mythologie automobile, ils te vendent. Moi, je vois des gens, des messages, des trucs sur les réseaux sociaux en disant non, mais est-ce que je pourrais me passer de l'odeur du super ? C'est quand même extraordinaire. Ah oui, mais moi je suis toujours tiraillé en fait. J'ai un avis qui est très tranché sur la question, mais c'est parce que je suis pas un passionné d'automobile. Mais tu vois, là on est sur le circuit, on voit cette Ferrari dont j'ignore le modèle qui bombarde, et bah forcément, enfin, qui n'est pas sous le charme, tu vois. Une voiture rouge qui fait du bruit, ça fait toujours ça. Oui, qui ça n'est fait pas toujours sous le son effet. charme de ce truc-là. Donc moi je peux carrément quoi. Alors l'odeur du super, Moi. là encore, non mais moi, petite confidence, quand j'avais 8-10 ans, j'étais à la pompe et moi j'ouvrais ma fenêtre parce que j'adore sentir l'odeur de l'essence. Alors ça c'est un truc justement, c'est à 8 ans, hein. C'est autour de 8 ans que tous les enfants ont un truc pour l'odeur du super. Ah bah tu me renseignes, c'est excellent. C'est un truc constant chez moi, enfin chez les miens, et c'était le cas chez moi aussi, donc je pense, je sais pas, Génial. il y a un truc purement génétique qui fait qu'à 8 ans, mais au moins à mon époque il y avait encore du plomb dedans, c'était meilleur. Et t'avais ce chef d'orchestre autrichien, je crois, qui disait que le V12 d'une Ferrari, c'est tellement bien réglé, ça ronronne tellement bien qu'aucun maestro peut égaler l'harmonie ultime de ce truc-là. Mais c'est comme un piano de concert, faut le régler très régulièrement. Voilà, c'est ça. Alors après, bon, c'est réservé à une poignée d'élus, mais n'empêche que on peut tout à fait comprendre quand t'es, je sais pas moi, dans ta culture, t'as un père qui est passionné de voiture, etc., ou une mère qui est passionnée de voiture, et bah du coup tu baignes là-dedans et tu te dis quand même il y a une espèce de petite poésie. Alors oui, ça fait 40 000 morts par an à cause de la pollution en ville, mais j'aime ce côté poétique et du coup j'arrive pas trop à leur en vouloir d'apprécier ça. Maintenant il faut pas non plus être rétrograde, alors voilà, c'est un peu le problème quoi, mais bon. Alors je voulais signaler un excellent papier dans le New York Times justement sur le fait que ces constructeurs italiens ont du mal à passer à l'électrique, et alors c'est lié pas tant à des mutations technologiques, c'est-à-dire que forcément ils ont des lignes de production plus limitées, enfin c'est pas la même taille d'investissement industriel que pour un Stellantis ou un Volkswagen, mais d'abord il faut qu'ils arrivent à dépasser, j'ai envie de dire, le frein psychologique de leurs propres fans, c'est-à-dire c'est ça, le bruit d'un V12, le bruit d'un 12 cylindres au démarrage, oui, ça, l'électrique, c'est pas à le faire. Enfin, le fait différemment, mais... Mais c'est tout ce qui va derrière. C'est toute l'épopée de la construction automobile, c'est toutes les avancées, c'est tout ce qu'il y a derrière ça, en fait. Et il faut comprendre que, en effet, il y a des gens qui, tu vois, il y a des gens qui suivent la Formule 1 comme des fous. Moi, voir tourner des bagnoles sur un circuit, sauf quand vraiment il y a des dépassements, des trucs de fou. Alors là, oui, franchement, moi aussi... Dit-il au bord d'un circuit. Moi aussi, oui, voilà. Bon. Non, mais tu vois, les voir tourner comme ça, là, t'imagines, toi ? Enfin, moi, perso, je me ferais chier. Mais quelque chose de ah non, moi, je comprends pas le NASCAR américain, non, où on tourne sur un anneau rond. Là, j'avoue que ça, j'ai pas chopé. Voilà. La F1, je comprends. Bon, imagine qu'il y a des gens qui sont fans de ça. Grand Prix de Monaco, si t'as pas fait le premier dépassement, tu feras jamais les autres. Mais et la question qui est dans le papier du New York Times est intéressante. Ils expliquent, ils se disent, mais est-ce que finalement ces fabricants de supercars seront aussi super une fois électrifiés ? C'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment en fait arriver à dépasser les biais ou les attentes de leurs fans. C'est juste que quand t'achètes une Ferrari, tu veux de l'exclusivité, t'attends 1 an pour avoir ta bagnole. Comment t'es exclusif avec une Ferrari quand une Tesla te fout une pâtée et que tu sais que t'es pas le plus rapide ? Comment c'est ce que disait un des boss de je sais plus quelle maison, quel fabricant, que son client quand il monte dans cette voiture là, c'est un héros en fait. Il est à 5 cm du sol, le toit il dépasse pas sa taille, il a 900 chevaux derrière lui. Ça doit être Lamborghini, ça. Ouais, comment tu arrives en tant que fabricant de supercar à faire des voitures électriques où l'acheteur est un héros et l'acheteur est exclusif sur un marché en fait finalement où ils ont plus le monopole en fait de l'excellence sur la route. Alors ils partent pas de zéro, parce que Ferrari par exemple a une hybride rechargeable depuis 2019, la Stradale. Bon, enfin c'est quand même pas le cœur de la mythologie Ferrari. Non. Et surtout ils ont quand même ils ont tenu une conférence pour leurs investisseurs le mois dernier, expliquant que non, ils vont bien évidemment faire de l'électrique, parce que c'est la première question qu'on leur pose, mais qu'ils vont le faire à leur façon.
Et alors c'est intéressant parce que évidemment la tentation aurait pu être forte pour eux d'aller se fournir en moteur ailleurs, enfin de construire finalement leur voiture exactement comme on construisait des PC taïwanais au milieu des années 90, c'est-à-dire en allant chercher la carte mère chez l'un, le boîtier chez l'autre, un disque dur là, des mémoires de chez truc. Et ben non, eux expliquent, Benedetto Vigna, le patron, il dit non, la Ferrari électrique sera une vraie Ferrari. En clair, ils veulent tout faire. Alors, je pense pas qu'ils vont faire les batteries. Ils sont obligés de tout faire. Mais ils veulent faire le moteur. En gros, et c'est ça l'une des grosses différences, c'est que ils veulent pas se défaire de leur expertise de motoriste, même sur la nouvelle génération. Ouais. Et forcément, tu te dis un moteur électrique de chez Ferrari. Mais bien sûr, c'est ça qui va continuer de faire rêver. Bien sûr, voilà, évidemment. Là, ça va faire rêver. Par contre, il va falloir qu'ils règlent leurs problèmes d'aérodynamisme parce que eux, ils sont vraiment au ras du sol. Toi, tu as un pack batterie qui va déjà venir surélever un petit peu le truc. Voilà, là, il y a pas mal de problèmes qui soient techniques ou du domaine de la séduction qui vont rentrer en jeu. Et c'est pour ça que ils pensent livrer ça en 2025. Maintenant, à voir. Ils seront pas seuls, Lamborghini, mais qui appartient à Volkswagen maintenant. Lamborghini va livrer une hybride rechargeable l'année prochaine, 2023, et promet une voiture 100% électrique dans la deuxième partie de la décennie. Mais je pense que là aussi, ils vont être forcés d'accélérer sous la pression de voitures électriques qui vont venir leur taquiner leur statut de supercar. Évidemment, on parle ici du futur Roadster de Tesla, parce qu'on est au milieu des clubs des possesseurs de Tesla, mais qui vous promet du 0 à 100 en moins de 2 secondes, 400 km/h de vitesse de pointe, enfin une fusée avec en plus de 1000 km d'autonomie. Bon, mais à un prix qui est un prix de supercar, 250 000 €. C'est un prix de très très grosse voiture. Mais c'est vrai que c'est pas le prix d'une grosse Ferrari. Rien à voir. À comparance équivalente, c'est clair que non. Enfin, tu peux t'en payer 4 alors. Et d'ailleurs, pourquoi pas. Mais évidemment, là aussi, tout ça fonctionne parce que ils n'ont pas les mêmes cibles en termes de nombre, etc. Mais c'est intéressant de voir à quoi peut ressembler l'électrique. Je veux dire, quand on prend l'aristocratie de la profession, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est à suivre d'assez près. Alors, en revanche, et ça, j'ai trouvé ça vraiment délicieux, je voyais sur un site belge un papier qui explique que le patron de Ferrari, s'il est prêt à passer à l'électrique, dans la même conférence, la voiture autonome, c'est pas sa cam. Clairement. Disons qu'il est il est favorable à l'aide à la conduite. Alors, c'est un ancien de chez ST, donc, qui fabrique des micropuces, etc. C'est pas du tout un type cette entreprise franco-italienne qui fait des composants que vous utilisez tous les jours par million dans tous vos appareils. Voilà, et donc c'est pas du tout un type qui est rétrograde ou qui se dit, qui sectaire sur le thermique et la mécanique, etc. Non. Il est très très pour l'aide à la conduite. En revanche, l'idée d'avoir un autopilote ou en tout cas une conduite automatique de niveau 5, ça ne l'enchante pas du tout. Alors après, pourquoi peut-être parce que lui, il vend des voitures pour des pilotes, des gens qui ont le plaisir de conduire. Et d'ailleurs, on s'en parlait hier quand on venait sur le circuit, sur l'événement. C'est quand même... Moi, je trouve que justement, l'autopilote, c'est le plaisir de conduire, parce que quand tu es sur des longues lignes droites, que tu ne fais peut-être pas en Ferrari d'ailleurs, mais quand tu es sur des trajets un peu plus longs, là c'est pas vraiment le plaisir de conduire. Par contre, tu peux l'enlever pour avoir le plaisir de conduire quand tu veux conduire. Faire Paris-Lyon par la 6, c'est pas du pilotage, c'est pas... Ouais, puis en plus, franchement, tu fais ça. Alors peut-être que maintenant, les Ferrari sont... Je ne sais pas, j'ai jamais eu la chance de... Peut-être que maintenant ça se fait, Paris-Lyon en Ferrari. Maintenant, je pense que non, c'est plutôt pour des petits trajets, je pense. Je sais pas, moi c'est rare que je vois des Ferrari sur l'autoroute, pour tout dire. Mais c'est vrai, et ça évidemment, là tout à coup Thomas parle d'expérience parce que je l'ai mis au volant de ma Tesla hier pour venir à Clermont-Ferrand, donc il a fait joujou avec l'autopilote. Après d'ailleurs que la voiture ait refusé de lui laisser faire de l'autopilote. Il y a une caméra intérieure, elle a dû te reconnaître en disant non, vous n'avez pas encore vous n'êtes pas assez capé pour ça. Du coup on la reboot et c'est bon, après elle était plus docile. Alors justement, vu qu'on est en train de parler de voitures qui vont très vite, bonjour Didier Malga. Bonjour. Vous êtes un peu le régional de l'étape, parce que vous habitez dans la région. Vous êtes pilote automobile de profession. Alors, c'est d'abord une passion, l'automobile, ça devient une occupation. J'ai envie de dire, c'est ce pourquoi on vous connaît. Voilà, mais c'est pas professionnel quand même. Voilà, je viens de cesser mon activité professionnelle basique. J'allais dire que vous n'étiez pas un perdreau de l'année. Non plus.
Et si vous êtes là et si on a voulu vous avoir à ce micro, c'est parce que vous êtes l'un des pionniers, j'ai envie de dire, de la course automobile, mais dans sa version qui sent pas le super, quoi. Voilà, j'ai eu le plaisir de créer le championnat de France des rallyes énergie nouvelle en 2016 déjà. Ça commençait à être un petit peu vieux. Ce qui a fait que j'ai, de par les conséquences, les circonstances, décroché 2 titres de champion de France, puisque la première année, j'étais le seul à faire toutes les épreuves. C'est un bon moyen, ça, finalement. C'est un bon moyen. Hein, il faut toujours être au début des choses, c'est important. Mais en fait, c'était un engagement moral vis-à-vis des organisateurs qui acceptaient de mettre notre discipline à l'inscription. Alors, c'est du rallye. C'est du rallye. Voilà. Donc, on était en doublure des rallyes thermiques. C'est ça, voilà. Un peu comme la Formule E peut l'être de la Formule 1. Ah non, ils roulent pas ensemble. Ils roulent plus ensemble. Voilà, les Grands Prix sont séparés. Moi, nous, on roulait sur les mêmes épreuves après les thermiques. Et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, que ce soit en régional, en national ou en championnat de France. On roule toujours après les thermiques, dans le cadre d'une nouvelle dénomination qui s'appelle VMRS. C'est les véhicules modernes de régularité sportive. C'est l'équivalent des VHRS, donc les véhicules historiques de régularité sportive. D'accord. Il y a les vieux et les jeunes. Et à l'intérieur des véhicules modernes, il y a les thermiques et les électriques. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que c'est en train de se structurer. J'ai envie de dire, la FIA maintenant a structuré un championnat de e-rallye et d'énergie nouvelle. Oui, alors là, je vous parle VMRS, je vous parle de la FFSA, donc en France. La FIA, effectivement, c'est différent, mais en FIA, ça a démarré beaucoup plus tôt. Les rallyes énergie nouvelle, c'est le Monte Carlo qui avait lancé la mode, ça a déjà presque 25 ans. Non. Donc, mais c'était totalement, j'allais dire, désertique au départ. C'était de l'exhibition, quoi, plus que du sport. C'était quand même du sport, parce que c'était nouveau, mais ça s'appelait énergie alternative. En fait, c'était tout sauf le diesel et l'essence. Et donc, il y avait tous les gaz, donc les GPL, les GNV, le gaz de ville, les bioéthanol, l'hydrogène, etc., etc. Tout sauf. Voilà. Et maintenant, le marché s'étant développé, il y a suffisamment de véhicules, donc c'est réservé maintenant en éligibilité aux véhicules 100% électrique et hydrogène. Alors évidemment, vous avez assez de bouteilles pour avoir tenu le volant de pas mal de voitures. Je regardais sur votre fiche Wikipédia pour tout dire. Vous avez participé et gagné des rallyes au volant d'une Lancia Beta, d'une Talbot Samba Rally. Ça fallait du courage. Ça fallait. La Lancia aussi. Ou une petite dose d'inconscience. Non, les Samba, alors elles reviennent fort en rallye historique. Oui. Les Samba, c'était des petites voitures d'une maniabilité diabolique et qui produisaient beaucoup de plaisir à la conduite. Alors oui, j'ai 40 ans de licence cette année. C'est pas mal. Et donc 35 ans de thermique et 5 ans d'électrique. Alors c'est amusant parce que du coup, cette transition-là, vous l'avez, ça y est, vous êtes en cours. En termes de plaisir de conduite, parce que c'est un truc qu'on entend souvent, non mais j'aurais jamais le même plaisir de conduite au volant d'une électrique. Alors ceux qui disent ça sont ceux qui n'ont jamais posé leurs fesses dans une électrique en fin de compte. Dès qu'on a essayé, et quand on leur propose, ils disent non parce qu'ils ont peur de basculer. Tellement c'est addictif, si vous voulez, en termes de puissance, de tenue de route, grâce au poids des batteries dans le plancher, on a un centre de gravité très bas, donc on a des vitesses de passage en virage qui sont bien plus élevées qu'avec une thermique. Donc en termes de pilotage, il n'y a pas photo, et c'est pour ça que ça me plaît moi, c'est que j'ai retrouvé des caractéristiques techniques qui permettent vraiment de faire un grand pas en avant en termes de sportivité. Après, pour les spectateurs, il manque le bruit, ça c'est un autre problème. Est-ce qu'il n'y a pas du coup une espèce d'uniformité dans la conduite de l'électrique, dans le sens où il y a peut-être moins de différence entre chaque modèle de thermique que vous pourriez conduire, où vous devez faire des ajustements en fonction de la voiture, de son caractère, alors que là C'est vrai aussi au volant d'une électrique ? Alors, il y a un petit peu de ça, il y a des 2 roues motrices, des 4 roues motrices, et puis il y a quand même des échelons de puissance. Mais nous avons la faiblesse de croire que c'est le pilote qui fait la différence, et pas la voiture. Oui, voilà. Et je me dis peut-être qu'il y a un type qui voudrait contredire, il dirait non, mais moi quand je monte dans une Lancia, je conduis une Lancia. Quand je monte dans une Talbot, je conduis une Talbot. Et du coup, j'ai des sensations différentes voilà.
On pourrait le tester. Hein, là, c'est pas faux. Peut-être on pourrait le tester. Contre... On est devant un circuit, on a des pilotes d'essai Michelin. Je te promets que si on prend 2 Tesla équivalentes et que je suis au volant de l'une et qu'il y a un pilote d'essai dans l'autre, je pense que la différence va se faire. Et d'ailleurs, pas en ma faveur. Et je pense quand même qu'en effet, être pilote dans une électrique, finalement, comme tu as une super assise et que tu peux avoir une super puissance, c'est là aussi où on va pouvoir aller au plus loin possible dans la performance et de tester justement au max. On est vraiment... Ça va faire bondir certaines personnes, mais on est vraiment dans le pilotage pur. C'est-à-dire que le pilotage, c'est la trajectoire et c'est le freinage. C'est ça. Le pilote le plus rapide, c'est le meilleur freineur. Il faut se mettre ça dans la tête. Voilà, donc celui qui freine le plus tard. Et donc, on est dans le pilotage pur. On n'a plus à s'occuper du levier de vitesse, etc. Tout ce qui pollue, en fait. Et même, je vais vous donner la cerise sur le gâteau de toute cette histoire que m'a inspiré Jean-Pierre Jabouille, qui est un ancien pilote de F1, thermique. Évidemment. Il a fallu que j'insiste pour le faire monter sur le circuit de Pau-Arnos dans une Tesla, parce qu'il nous toisait un peu de haut. Et il a fini par partir et par faire 5 tours. Et quand il est revenu, il parlait pas. Il parle déjà très peu. C'est un taiseux, Jabouille. Mais bon, on s'attendait à recevoir une volée de bois vert. Et en fait, il nous a dit, il y a quand même quelque chose de bien dans ces voitures. Alors, silence de mort dans le paddock, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et il nous a dit, l'absence de bruit, c'est drôlement bien. Alors tout le monde ébahi. Ébahi. Et qu'est-ce qu'il se fout de notre figure ou quoi Eh bien pas du tout. Il nous a expliqué que l'absence de bruit, ça permettait d'augmenter le taux de concentration sur le pilotage, parce que quand il y a du bruit, ça vous mobilise une partie de la tête, bien sûr, et ça enlève de la place pour la concentration sur la conduite. Et donc il nous a dit lui-même qu'il avait trouvé ça formidable de mieux conduire en silence. Alors donc là, on a fait des hurlements de hurrah et on lui a dit surtout répète ça partout autour de toi, parce que c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux pilotes thermiques qui pour l'instant n'ont pas essayé, et on leur dit vous vous rendez pas compte, c'est un progrès énorme en termes de pilotage. C'est intéressant. Ça fait du bien. Alors, on le disait tout à l'heure, en 2035, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques neufs en Europe. Pour vous, c'est aussi l'échéance, le moment où les courbes vont se croiser entre, j'ai envie de dire, la course de rallye ou la F1 d'ailleurs, à l'ancienne, façon de parler, parce que c'est quand même des choses qui ont beaucoup évolué dans le temps, et l'électrique. Quand est-ce que l'un va prendre le pas sur l'autre ? Alors, vous me parlez en compétition ou pour Monsieur Tout-le-Monde ? En compétition. En compétition, on a attaqué le croisement déjà. Ah bon ? Puisque c'est le sujet de ma conférence sur la transition du sport auto. On a déjà les rallyes qui existent depuis 25 ans. On a le trophée Andros Enedis qui existe depuis 20 ans, qui est 100% électrique maintenant. La Formule I qui est là pour faire le pendant de la Formule 1. L'Extremi qui fait ça reste le pendant, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que mais ça reste le pendant, mais ça va pas rester le pendant longtemps. Parce que le sport auto a été inventé par les constructeurs pour promotionner leurs produits. À partir du moment où ils ne vont plus avoir le droit de vendre des produits thermiques, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer ? Excellent. Ils ne vont pas mettre de l'argent sur les compètes thermiques, ils vont mettre l'argent sur les voitures qu'ils vendent. Donc là, la messe est dite. Je n'avais pas pensé, évidemment. Ça va être vite réglé. C'est une mécanique absolument implacable. Dans moins de 10 ans, il n'y a plus de compétition thermique moderne. Il y aura du véhicule historique, bien sûr, qui va continuer. Mais le thermique moderne, c'est fini. Voilà, il ne faut pas rêver. Là. C'est terminé. Comme vous dites, dans tous les cas, si les pilotes se révèlent au maximum de leur performance sur une électrique, je pense que ça fera aussi le bonheur de n'importe quel spectateur aussi qui veut voir de la compétition quelque part. Alors oui, pour la bagarre, pour le spectacle, il reste ce problème de bruit. J'y reviens, parce que c'est vrai que moi je suis spectateur de temps en temps. Le bruit, ça manque pour l'ambiance. Ça manque. Oui, alors, c'est vrai que là, c'est amusant. Là, on est devant le circuit. Il y a plein de voitures électriques qui tournent. On les entend à peine. Et tout à coup, il y a une Porsche et une Ferrari et tout le monde tourne la tête. C'est normal. Voilà. Alors ça, c'est en train de se gérer parce que c'est un problème qui est identifié. Le tout, c'est derrière. Le bruit, c'est une pollution dans la société d'aujourd'hui. Donc, il faut faire du bruit, mais il faut l'encadrer. Donc, par exemple, il y a des expériences intéressantes qui se font sur le circuit du Mans avec une petite radio FM locale
en ondes courtes, ou je ne sais pas bien comment ça se diffuse parce que je ne suis pas technicien, mais après vous écoutez ça avec vos écouteurs, votre téléphone, sur Internet, la radio, et vous avez dans les oreilles le son du circuit, des voitures et le speaker, mais par contre l'habitant du Mans qui habite à 500 mètres, il dort sur ses deux oreilles. Ouais. Donc on commence à avoir des solutions. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Didier Malga, je vous engage à aller lire un article très bien fait de nos camarades de Petites Observations Automobiles sur POA.tv. C'est simple, hein, le papier s'appelle Monsieur 100 000 watts, ce que je trouve formidable, parce qu'évidemment vous êtes absolument inépuisable sur le sujet. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Ouais, merci beaucoup. Il faut me débrancher. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Alors c'est amusant de voir que des gens qui ont un long passé dans la course automobile n'ont aucun problème à passer à l'électrique, alors que Monsieur Tout-le-Monde, lui, se pose encore la question, enfin poussé quand même par le prix du super, ce qui est un peu normal. Et très intéressant, une équipe de chercheurs a découvert, j'ai envie de dire, ce que nos camarades de France TV Info appellent un étonnant frein psychologique chez les futurs acheteurs de voitures électriques. En gros, au moment de se demander quelle voiture il leur faut, quelle autonomie, quelle batterie, etc., ils sont pas dans une auto-évaluation honnête. Ouais, c'est ça. En fait, ils sous-estiment. Ils surestiment leurs besoins. Ouais, ils surestiment leurs besoins et en gros, alors que 90% de leurs déplacements nécessitent une autonomie de 200 km, pour eux, ils n'envisagent pas d'acheter une auto électrique si elle ne fait pas 400 à 500 km d'autonomie. Alors c'est amusant parce que ça revient, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue dans le tout premier épisode de ce podcast où on disait « Ah non mais moi si je peux pas faire Paris-Nice d'une traite, ça m'intéresse pas ». Un truc qui n'arrive presque jamais. C'est ça, et toi je crois que tu me disais « Ouais, moi si je veux aller manger une gaufre à Bruxelles, je fais comment ?» Enfin voilà. Ouais. D'ailleurs tu peux aller manger une gaufre à Bruxelles ou une moule frite sans recharger, c'est pas vraiment un souci. Mais voilà, 30% systématique d'écart sur une étude qui portait sur 2000 automobilistes d'horizons et d'âges différents en Allemagne et aux États-Unis. Je pense pas que ça aurait été très différent chez nous. Alors, il y a quand même un bémol, moi, que je voulais apporter à cette étude. C'est vrai que quand on demande au conducteur d'évaluer ses besoins, il peut avoir tendance à les surestimer. Il y a une très belle Ferrari qui passe devant moi. C'est quand même chouette. Il reste un truc quand même à se... Il reste un petit supplément de quelque chose quand même dans une Ferrari, mais je pense que c'est parce que c'est une Ferrari. Si on disait c'est une Opel, tu dirais elle fait du bruit quand même. Hein. Complètement. Voilà, tu vois, donc c'est pas tant de la technologie ou du machin que du storytelling. Exactement. Ouais. Bon, enfin bref, mais revenons à nos moutons. C'est la raison pour laquelle entre un sac en cuir et un sac Hermès, il y a quand même une différence. Ben voilà. Cette sous-estimation, elle tient aussi, et c'est là où je voulais être un petit peu plus quand même sérieux sur l'étude, au fait qu'on n'évalue pas, on choisit pas sa voiture uniquement au regard de ses besoins du quotidien. On met quand même dans le lot les quelques fois où on va voir sa grand-mère dans la Creuse, où on espère aller sur la côte, machin. Donc, de fait, alors c'est vrai que à l'inverse, c'est pas très sérieux de choisir sa voiture uniquement au regard de son utilisation la plus extrême, plutôt que son utilisation quotidienne. Mais j'ai envie de dire, après, il faut faire une règle de 3 entre les deux, et je comprends que ce soit pas facile quoi. Oui, puis encore une fois, la voiture, c'est un symbole de liberté. Alors quand tu as une liberté... Oui, c'est vrai, c'est ça qu'on te vend en fait. Ben oui, on te vend en fait, si je veux, là, je peux aller sans m'arrêter, est un danger public, mais sans m'arrêter, je peux aller jusqu'en Russie. Alors peut-être pas en ce moment, mais je peux aller, voilà. C'est un mauvais exemple. Je peux aller en Angleterre, voilà. Et donc, fatalement, quand tu as des autonomies de 300-400 km, du coup, les gens subissent un biais cognitif, je ne sais pas lequel, mais ça les bloque. Ça les bloque. Alors que franchement, tu vois, hier on s'est arrêté en un quart d'heure, on est passé de 25 à 80%, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. 90. De recharge sur un superchargeur. Franchement, enfin, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que... Alors, ça aussi, c'est lié au fait qu'il faut du temps pour que l'information se propage. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, c'était pas pareil.
Il y a 7-8 ans, sur les premières Tesla, par exemple, ça chargeait pas à cette vitesse-là. Hein. C'était quand même plus long. C'est pour ça d'ailleurs qu'on installait les chargeurs à côté d'hôtels, de restaurants, en disant tu auras le temps d'aller déjeuner. Maintenant, c'est l'inverse. Moi, j'ai un problème récurrent. Alors, comme dirait une amie comtesse, c'est un problème de riche, mais c'est un problème quand même. C'est que, voilà, en voiture avec mes enfants, il m'arrive souvent de m'arrêter à des superchargeurs entre Paris et la Bretagne. Et le problème, c'est que, alors le truc super, c'est que parfois ça se situe à côté, par exemple, je sais pas, d'un McDo. Et je dis, bah cool, les enfants venez vite, on va déjeuner ou dîner rapidement. Et ben maintenant, ça charge tellement vite que t'as plus le temps. Oui. T'as plus le temps. C'est-à-dire que tu commandes machin et à peine c'est même t'as pas encore de nourriture devant toi que l'application te dit ça y est, on y va on faut y aller maintenant, hein, vous avez fini de charger, attention, hein, dans 5 minutes je vais commencer à vous prendre un peu plus de sous pour occupation abusive du chargeur. Donc mais là encore bon voilà, donc parfois j'en ai été réduit à faire manger mes enfants dans la voiture, ce qui était une fort mauvaise idée. Ne faites jamais ça. Ça c'est pas bien. Bref, alors ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, justement, ces gens qui n'arrivent pas à choisir parce qu'ils ont des trajets simples au quotidien, mais des trajets plus longs dans l'année, c'est ceux-là qui te disent j'ai trouvé la solution, je prends une hybride rechargeable. Évidemment. Sauf que... C'est-à-dire que voilà, ça couvrira mes 30 km quotidiens, mais aussi je mettrai de l'essence pour faire 800 bornes, pour faire Paris 26 milles. Sauf que, et on avait déjà évoqué ça il y a quelques mois, la puissance publique se pose des questions sur l'usage réel des hybrides rechargeables. En clair, dit, mais attendez, vous nous affichez des trucs en disant, regardez, dans 90% des cas, on n'a même pas besoin de solliciter le moteur, mais qu'en est-il dans l'utilisation réelle ? Et là, ça y est, on a des chiffres et ils sont assez mordants, j'ai envie de dire. Une nouvelle étude européenne, citée par nos camarades d'Automobile Propre, une nouvelle étude donc est sortie sur l'utilisation électrique des hybrides rechargeables. Le résultat, l'article dit c'est peu mieux faire, c'est flippant. C'est même pas peu mieux faire. Ils disent peu mieux faire pour les particuliers, très insuffisant pour les professionnels. Alors c'est très sérieux, hein. C'est une étude qui a été faite par l'Institut Fraunhofer. Fraunhofer, c'est un institut, c'est des furieux de techno, mais de techno. C'est les gens qui ont inventé l'encodage MP3 par exemple, mais ils ont aussi inventé 1000 choses dans la vidéo, dans l'électricité, etc. etc. Ils ont analysé des données issues de l'utilisation de 9000 véhicules hybrides rechargeables au travers de toute l'Europe. Donc là, il n'y a pas un biais dans un pays ou dans un autre. Et ils en ont sorti plusieurs conclusions. D'abord, en moyenne, la consommation et les émissions de CO2 de ces hybrides rechargeables sont 3 fois supérieures aux normes, ce qui est quand même assez choquant. Pour les véhicules de société, ce serait même 5 fois plus. Et alors, surtout, le truc qui pince quand même, c'est que les hybrides rechargeables... Alors attends, la donnée concernant le kilométrage réalisé en électrique explique que les hybrides rechargeables de particuliers parcourent 45 à 49% de leur distance en électrique, alors que pour les voitures de fonction en entreprise, ce ne serait que de 11 à 15%. En clair, les particuliers qui achètent une hybride rechargeable, ils la rechargent. Et les entreprises qui l'achètent, parce que c'est surtout quelque chose qui te permet d'éviter d'avoir à payer un malus, et puis c'est juste moins cher à l'achat et tu as des encouragements à l'achat. Oui, le problème c'est que si tu la recharges pas, évidemment ta batterie ne sert plus à rien. Et donc la distance parcourue en électrique pour ces voitures, ce qui est l'essentiel de ce qu'achètent les flottes maintenant, ce ne serait que 11 à 15% de la distance effectivement parcourue. Ouais. C'est dingue. C'est dingue et c'est le même chiffre, il me semble, de mémoire que ce qu'on avait déjà dit en fait il y a 8 mois, donc ça ne bouge pas en tout cas. Ils avaient déjà fait une étude en 2020 où ils disaient que c'était 18% pour les véhicules en entreprise et aujourd'hui c'est 11. 11 à 15. 11 à 15, moi il me semble que c'était 14, ok d'accord, du coup ok. Ouais, donc, dans tous les cas, soit ça baisse, soit ça stagne. Donc c'est vraiment alarmant quand même. Et donc je pense qu'on va s'en reparler parce qu'évidemment l'Europe se posait la question en disant attendez, mais on est en train de subventionner l'achat de voitures qui finalement n'ont de vertueuses que le nom. C'est ça. Qui ne sont vertueuses que si on les utilise bien. Du coup, voilà, l'Institut Fraunhofer explique qu'il faudrait que tout ça soit pris en compte dans le calcul des incitations fiscales, des baisses de taxes et du reste. Je pense que de fait, les primes à l'achat d'hybrides rechargeables vont s'évanouir dans quelques mois.
elles sont pas plus coûteuses aussi à la fabrication en termes de d'émissions et tout, parce que t'as les deux. T'as une double motorisation. T'as un moteur thermique et un moteur électrique. Voilà. D'où le 3 fois plus. Ou alors parfois un générateur thermique plus qu'un moteur thermique qui lui va alimenter un électrique. Bon, il y a plusieurs façons de le faire, mais en gros, la conclusion de l'étude, c'est que pour maintenir les incitations fiscales et les aides à l'achat, il faudrait pouvoir démontrer que l'électrique est utilisé dans 80% des déplacements, c'est-à-dire partout où normalement tu n'as pas besoin de démarrer ton moteur thermique. Alors je le disais, on est donc au bord du circuit Ladoux chez Michelin, là où Michelin essaye ses nouveaux pneus, ses nouvelles gommes, enfin plein de choses. Un endroit où d'ordinaire on peut pas venir, donc c'est assez fascinant. Et du coup on est allé voir ce qui se passait chez Michelin. Alors on l'avait dit il y a quelques mois, Michelin a sorti des pneus spéciaux pour les véhicules électriques, avec avec des différences pour supporter ce qui fait qu'un véhicule électrique est différent. Par exemple son poids, par exemple aussi le fait que vu qu'il n'y a plus le bruit du moteur, on entend beaucoup les bruits de roulement, et donc c'est des pneus qui sont un peu plus insonorisé, il y a une bande de mousse à l'intérieur. Mais les nouveautés s'arrêtent pas là. Bonjour Denis Martin. Bonjour. Vous êtes chez Michelin responsable de programme pour les pneus connectés. Alors là, vous me dites pneus connectés, forcément, tout à coup, je me retourne vers vous en disant attendez, asseyez-vous, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'un pneu connecté ? Alors, un pneu connecté, c'est un pneu assez traditionnel dans lequel on va venir rajouter un capteur qui est capable de communiquer soit avec une voiture, soit avec un téléphone, avec un PC portable, avec des points d'accès dans les entrepôts. Et alors surtout, vous me disiez, ces pneus connectés, on les trouve par exemple dans des modèles très récents de Tesla qui n'existent pas chez nous, comme la Tesla Model S Plaid, enfin qui est le très haut de gamme qui va très 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 vite. En gros, ça permet à la voiture d'identifier les pneus qui sont montés dessus. Exactement, donc on est en effet présent sur la Tesla Model S Plaid en 21 pouces, c'est des pilotes Sport 4S connectés, donc qui sont capables en Bluetooth de parler à la voiture et de lui confirmer par exemple que c'est bien les pneus pilotes Sport 4S conçus par des ingénieurs Michelin pour la Tesla Model S Plaid, dédiée pour cette voiture, tunée pour cette voiture. Alors on le voit pas parce qu'on a que le son, mais vous avez devant vous une petite palette de capteurs. En gros, un capteur, c'est 4 pièces d'1 euro empilées. C'est ça, voilà. Ouais. C'est exactement ça. À l'intérieur, vous avez un petit dispositif Bluetooth qui permet de communiquer avec la voiture, ou vous le disiez, avec n'importe quel type d'appareil. Et pour l'essentiel, là, c'est une identification. C'est un petit badge d'identification qui permet à la voiture de savoir quel pneu elle a, si c'est un pneu hiver ou été, Alors, dans celui que vous avez dans les mains, donc là, la plaque qu'on a ici, elle a 100 capteurs. Elle sort de l'usine. Ils sont fabriqués en France, les capteurs. Et donc, on est capable d'envoyer l'identification, mais il y a aussi un capteur de température dans celui-ci. C'est exactement ceux qui sont dans les pneus de la Model S Plaid. Un capteur de température et un accéléromètre qui est capable de détecter le mouvement et pour la suite, ce qui nous permettra de faire des traitements plus avancés sur des données vibratoires ou accélérométriques dans le pneu. D'accord. L'intérêt pour la voiture, c'est qu'évidemment, par exemple, sur une électrique, il y a beaucoup de travail qui est fait. Alors là, en termes de logiciel, pour arriver, par exemple, à estimer combien de capacité vous avez encore, à quelle distance vous êtes encore susceptible d'aller. Le fait de changer de pneu n'est pas sans effet sur l'autonomie. En effet, vous avez raison. En fonction du modèle de pneumatique, on va avoir ce qu'on appelle une résistance au roulement qui va pouvoir changer d'un modèle à l'autre. Et donc, certains modèles sont particulièrement optimisés en termes de résistance au roulement et donc vont permettre à la voiture d'avoir une autonomie plus grande. Puis d'autres pneumatiques seront moins optimisés sur la résistance au roulement et présenteront du coup une autonomie plus courte. Et donc, il faut que la voiture puisse en tenir compte. J'imagine que vous ne travaillez pas que pour Tesla. Non, on ne travaille pas que pour Tesla. D'ailleurs, dans le programme Pneus Connectés, en fait, c'est un programme qui est multi-application. Donc, dans les cas d'utilisation et dans les clients avec lesquels on travaille, on a des fabricants de camions, de poids lourds, d'autres constructeurs automobiles, pas que Tesla. On travaille aussi pour des véhicules utilitaires, des utilitaires légers, par exemple, des pick-up en Amérique du Nord ou des camionnettes plutôt en Europe. Voilà, et sinon Michelin historiquement travaille dans les pneus connectés sur plein d'autres domaines, que ce soit de l'agricole, de l'avion, y compris du génie civil. Le très gros pneu qui est visible sur notre site là, c'est un pneu génie civil qui ressemble à un pneu de tracteur géant quoi. C'est un pneu de tracteur géant qu'on retrouve dans le nord de l'Alberta par exemple, au Canada. Et donc dans ces pneus là, on est aussi capable d'apporter un capteur qui va permettre de contrôler la bonne santé du pneumatique pour en quelque sorte protéger
l'investissement oui, qu'a parce fait que là, le on est sur des propriétaire pneus à 50 000 euros le pneu. Oui, voilà, voire plus pour certains. Du coup, j'ai une question qui me brûle, c'est comment ce petit capteur, du coup, comment ça fonctionne réellement pour capter l'usure du pneu, du coup? Alors, aujourd'hui, les produits qui sont sur le marché ne font pas encore l'usure. L'usure, c'est quelque chose sur lequel on travaille chez Michelin, donc on est encore en recherche là-dessus. Ouais. Les produits commerciaux sont pas en mesure de faire l'usure. De notre côté, on intègre différentes technologies de capteurs, comme par exemple des accéléromètres à l'intérieur de l'objet qu'on voit ici. Et avec ces accéléromètres, avec la connaissance Michelin en mécanique du pneumatique et en physique du pneumatique, on est capable de développer des algorithmes pour calculer, pour mesurer, pour estimer où en est le pneu, l'usure du pneumatique et plus intéressant même, la date à laquelle il va falloir prévoir un changement. Donc ce sur quoi on travaille... de la maintenance prédictive, quoi. Exactement. Ouais. Vous m'avez ôté le mot de la bouche. Ce sur quoi on travaille, c'est de la maintenance prédictive. Et du coup, pour être capable de dire, dans 3 mois, il faudrait prendre un rendez-vous pour faire remplacer vos pneus. D'accord, donc c'est comme si on teste un matelas avec des machines pneumatiques, on fait 10 000 assises. Vous savez combien il y a d'assises, donc vous savez prédire finalement un peu à quel moment, selon ce que vous avez observé en usine, vous savez à l'utilisation dire où l'utilisateur en est de l'utilisation de son pneu, quoi. Exactement, on connaît toutes les petites subtilités entre un pneu neuf et un pneu usé, et avec ce capteur on va essayer de récupérer, d'observer certaines de ces subtilités, et en fonction de ce qu'on voit arriver du pneu, on sait si on fait face à un pneu neuf ou à un pneu usé. Ouais. Ah, c'est passionnant. Je voyais un autre usage intéressant dans les utilitaires, par exemple. Ces capteurs, ils peuvent aussi être des capteurs de pression, on l'a dit. Ouais. Et tout à coup, ils pourraient avoir une idée plus ou moins précise du poids qui est embarqué dans un camion, un utilitaire, et pour avertir, pourquoi pas, l'entreprise que... Vos camions sont peut-être un peu surchargés. Exactement. Alors, dans un usage plus commercial, ce qu'on appelle les véhicules commerciaux légers, les camionnettes, les pick-up, il y a un vrai intérêt, une demande client, d'être capable de mesurer la charge par pneumatique et la charge au véhicule au total, ne serait-ce que pour optimiser des tournées de livraison, par exemple, ou sinon, comme vous le citiez, pour pouvoir lever des alertes en disant le camion immatriculé tel numéro est sorti ce matin du dépôt avec une surcharge de 150 kg. Question bête, ce petit capteur que j'ai dans les mains, qui, donc je disais, fait en gros la taille d'une pile de 4 ou 5 pièces d'1 euro, il est où dans le pneu ? Alors on l'installe à l'intérieur, à l'intérieur du pneu, là où il y a l'air en fait, là où on gonfle, et on va essayer de le positionner sous la bande de roulement. Donc exactement sous la bande de roulement, de sorte qu'à chaque fois que le pneu, la bande de roulement passe dans le contact, qui développe une aire de contact, ce capteur vienne traverser l'aire de contact au sol. C'est intéressant parce que les pneus sont des choses auxquelles on réfléchit en gros quand il faut en changer. et c'est intéressant de creuser un peu la question et de s'apercevoir que il se passe des choses dans le domaine du pneu, et pas juste sur les matières, pas juste sur les gommes, parce que ça c'est des choses qui sont sur des temps longs, mais même sur les technologies qui vont autour. Tout ça est passionnant. Merci infiniment, Denis Martin. De rien, merci à vous. Question 6, dernière question. Combien ça coûte ? Ah, Joker. Non mais c'est un surcoût pour le pneu. C'est une somme à 1 chiffre, à 2 chiffres. En fait, ça dépend énormément de la fonction qu'on apporte. Ça dépend des capteurs qui sont dedans. Mais par contre, je peux vous donner un ordre de grandeur sur des fonctions qu'on connaît déjà. Très bien. Par exemple, aujourd'hui, votre véhicule surveille probablement sa pression avec des TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Ces TPMS sont sur la valve, sur la jante, et ils ont un certain coût. Notre objectif, si on apporte la même fonction, c'est d'être équivalent ou moins cher que le TPMS. Par contre, quand on va apporter des fonctions supplémentaires comme l'usure ou la charge, évidemment, le coût sera différent. Et un TPMS, ça coûte ? Un TPMS, si vous voulez en changer un, je pense que ça doit être entre 30 ou 40 euros. Oui, mais à une échelle industrielle ? À une échelle industrielle, c'est bien moins cher. Bien sûr. Merci infiniment, Denis Martin. On en a beaucoup appris grâce à vous. Merci à vous. C'est intéressant parce que c'est une question qu'on peut se poser régulièrement. Quand est-ce qu'il faut que je change les pneus ? Évidemment, on a tous des témoins d'usure, mais qui vérifie ces témoins d'usure ? Si, à un moment, on regarde le pneu en disant là, ça a l'air. Peut-être qu'il est déjà trop tard. Moi, c'est le garagiste qui me dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là ? Ça veut dire que toi, tu as une voiture thermique, donc tu vois ton garage. Tu as un garagiste.
Ça suffit maintenant. Tu vois, c'est mesquin. Désolé, j'avais promis que je la ferais pas. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, je l'ai posée quand j'ai montré ma voiture. C'est amusant. En arrivant ici ce matin, donc sur le circuit Michelin, il y avait des gentilles personnes de Michelin qui disaient, si vous voulez, on peut vérifier l'usure de vos pneus. Moi, j'ai trouvé ça absolument délicieux. Mais c'est vrai que moi, j'ai posé la question à des professionnels en disant, regardez mes pneus, d'après vous, quand est-ce qu'il faut que je les change ? Et a priori, c'est dans 10 000 km. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire ami-ami avec Michelin, on sait jamais. Oui, bien sûr. Hop. Non, j'irai le changer au tarif habituel chez mon fournisseur habituel. Mais peut-être que j'essaierai de regarder la nouvelle génération de leurs pneus Eevee, là, avec plus de mousse à l'intérieur et des choses La adaptées. mousse et puis la réactivité. Le pilote m'expliquait ça, là, quand j'ai fait un petit peu de drift là, sur circuit mouillé. Il disait, l'électrique, en fait, il s'amusait un peu avec l'accélérateur. Il nous disait, vous voyez, quand je fais ça, boum. Vous voyez tout le couple qui passe au sol ? Bah oui. Donc, du coup, il faut des pneus qui soient prévus pour ça, pour faire passer toute la puissance sol. C'était un pilote Michelin. Ouais, c'est un pilote Évidemment, Michelin. c'est un pilote Michelin. La bonne nouvelle, quand même, c'est que on se parlait au début de cette émission du marasme du marché électrique. Ce marasme, il va pas durer surtout... non, du marché automobile, pardon, pas du marché électrique. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, pour l'instant, la voiture électrique neuve restait quelque chose de pas toujours abordable. Et alors, de moins en moins, parce qu'on a vu, et on l'a bien vu chez Tesla, c'est-à-dire que soit tu as acheté une voiture il y a un an et tu as pris le train au bon moment, soit tu as raté le train. Et tu vas devoir attendre que ça rebaisse. Et la même voiture va te coûter quasiment 15 000 € de plus. Ouais, c'est Forcément, ça pique un peu, mais ça pourrait ne pas durer. Il y a une déclaration cette semaine du PDG de Ford qui a affirmé qu'on allait devoir probablement observer une guerre des prix sur le marché des véhicules électriques avec, ça y est, le passage en dessous pour l'essentiel des modèles de la barre psychologique, j'ai envie de dire des combien ? Les $100 par mois pour du leasing, oui, c'est ça. Ou non, mais c'est quoi, 25 000 $ pour de l'achat. Ah non, je crois que tu parlais du pack batterie. Non, je parlais pas du prix des batteries. Oui, non. Okay. Et voilà, ça c'est une prédiction de Jim Farley, qui explique que voilà, le prix des véhicules risque de chuter, mais c'est un peu normal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est juste la voiture électrique qui récolte les bénéfices de sa simplification face au thermique. Et alors l'autre bonne nouvelle, et ça permettra au moins de répondre aux trucs qui viennent tout le temps justement sur non mais moi je veux pouvoir faire Paris-Biarritz sans m'arrêter, c'est que la batterie à 1000 km arrive. Et quand on dit qu'elle arrive, c'est pas comme quand on dit oui, la prochaine vague technologique de vous verrez, de tout ça, parce que c'est pas la 6G, tu vois ce que je veux dire. Non, elle pourra arriver bien plus vite qu'on l'imaginait. La nouvelle vient de chez CATL. CATL, c'est pas n'importe qui, je crois que c'est le premier ou deuxième fabricant de batteries au monde. C'est le leader mondial. C'est le fabricant de ma batterie, dans ma Tesla à moi, ma batterie lithium-fer, là. Et chez aussi Volkswagen aussi. Oui, non, mais ils en font pour tout le monde. Ouais. Et ils ont une technologie maison qui s'appelle Chillin, qui, ils l'affirment, leur permettrait d'avancer une autonomie de 1000 km avec une recharge ultra rapide en 10 minutes. T'imagines le truc presque magique. C'est ça. Moi, je me pose toujours la question de quelle est la bonne taille pour une batterie et donc la bonne autonomie à déclarer. Parce que 1000 km, quand on fait 30 chaque jour, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Mais oui, pour les voyages plus longs. Mais le problème, c'est que cette batterie, elle coûte, évidemment, et puis elle pèse son poids. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les courbes se croisent entre l'intérêt que tu as à avoir une batterie plus grosse et ce que au quotidien elle te coûte en poids, en autonomie et puis en prix d'achat. Alors ce que nous disent nos amis chinois de CATL, c'est que ils vont sortir une nouvelle génération de batteries. J'avais le petit nom de la technologie qui va avec. C'est un truc jamais vu. Batterie CTP. Oui, ça c'est un design qui existe déjà, qu'on trouve déjà dans certaines batteries. 3.0 Killin. Voilà, dans certaines batteries existantes, c'est-à-dire que les cellules sont directement intégrées dans le châssis de l'automobile et il n'y a pas des packs pour intégrer les cellules qui vont. C'est ce que Tesla fait, c'est ce que Tesla avait annoncé d'ailleurs avec les 3680 là. Les 4680, mais qu'on attend encore, autant le dire. Et alors surtout, il y a deux choses, c'est que CATL affirme que ça permettrait une recharge à une puissance moyenne de 400 kWh,
c'est-à-dire très 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 vite. Ouais. Pour une batterie d'une capacité de 100 kWh, tu fais la règle de 4, ça fait un quart d'heure. Bon, en fait, c'est à la fois plus et moins. Plus parce que une batterie se charge pas si vite que ça quand elle est plus près d'être pleine. Ouais. Et puis moins parce qu'en fait, on recharge jamais à partir de 0%. Ils ont tout changé, revu surtout la densité énergétique. C'est-à-dire que ça permet de mettre plus de capacité et d'énergie dans un pack plus petit et moins lourd. Donc c'est un vrai gros impact. Je ne sais pas s'ils ont donné des indications sur les prix, parce qu'évidemment, c'est là qu'on les attend au tournant. Mais surtout, la vraie promesse de CATL, c'est que cette nouvelle technologie de batterie, dont je ne retrouve pas le nom technique, j'en suis désolé, pourra arriver dès l'année prochaine. C'est ça. Alors, dès l'année prochaine, mais où exactement ? On n'a pas encore une annonce de constructeur disant qu'ils ont signé avec CATL, mais si vraiment ils arrivent à ces performances-là dans une enveloppe budgétaire raisonnable, nul doute qu'ils vont trouver des clients. Ils vont trouver des clients. Après, moi, ce que je me demande, c'est au niveau de Tesla, par exemple, parce que Tesla pensait quand même faire son 4680. Oui, c'est-à-dire c'est des batteries rondes, mais de grands gabarits, sans connecteur, enfin sans. Si, justement, avec plein de petits connecteurs et sans catalyseur. Non, si. C'est dur de passer de l'anglais au français. Ouais. Mais bon, voilà. Et enfin, en gros, avec une promesse d'une meilleure efficacité énergétique, moins de place, intégré au châssis, moins cher. Et là, Calt annonce 13% d'efficacité, enfin de performance supplémentaire par rapport à la 4680. Et voilà. Donc forcément, on va attendre, à moins que... Non, je vois pas Tesla annoncer qu'ils vont signer avec CATL, quoique il avait bien fait pour les batteries LFP, pour les batteries lithium-fer, du jour au lendemain en disant finalement on va mettre ça dans les modèles 3 très bien, et on s'en félicite. On va voir ce qui se passe de ce côté là, mais c'est quand même intéressant. Et alors la dernière bonne nouvelle de cet épisode, qui là aussi répond à une question totalement récurrente, qui est de dire non mais quand même c'est compliqué, on fait des batteries avec du lithium qu'on va chercher en Amérique du Sud, on l'envoie en Chine pour faire des batteries, après tout ça est quand même compliqué. À quand un écosystème de la batterie plus près de chez nous? Alors on l'a dit, notre bureau de recherche géologique et minière en France a déterminé qu'il y a des régions entières où on pourrait aller miner du lithium. Il y a des endroits où c'est peut-être pas forcément le plus pertinent. Je voyais un papier sur France Culture, je crois, qui expliquait qu'il y avait une zone en Bretagne qui pourrait promettre 66 000 tonnes de lithium. 66 000 tonnes de lithium, c'est massif. Le problème, c'est qu'elle est au bord de la mer, dans une zone Natura 2000. Enfin, c'est-à-dire que il y a peut-être que c'est pas là qu'il va falloir aller chercher en premier. Et de fait, on avait dit que parmi les régions, comment on dit, lithiofères en France, il y a l'Alsace. Et justement, la première usine française, enfin la première depuis longtemps, de lithium, est attendue en Alsace. D'ici à fin 2025, l'entreprise s'appelle Viridian. Ils ont levé énormément d'argent pour se lancer dans cette aventure. Ça devrait être 140 à 170 millions d'euros. Et pour arriver à transformer du lithium local. Et ça tombe bien parce qu'ils pourront parler à leurs nouveaux amis à Dunkerque qui sont en train de lancer leur propre gigafactory de batteries. Et vous imaginez que ça voudrait dire que dans moins de 5 ans, vous pourriez acheter une voiture en disant, vous voyez, mon pack batterie, il est 100% made in France. Ouais, exactement. Je sais même pas comment vous dire à quel point ceci serait une bonne nouvelle. Et aussi, irait évidemment dans le sens de la baisse continue des prix de l'électrique. Bon, évidemment, c'est pas pour tout de suite, mais surtout, c'est un mouvement qui est enclenché aussi par la hausse constante du prix du lithium, qui a quasiment quintuplé, et ce qui est une mauvaise nouvelle en termes économiques, mais qui est une bonne nouvelle en termes industriels, parce que tout à coup, si le lithium est cher, tout à coup, il devient rentable de l'extraire de nos sols à nous. Il faut juste probablement choisir le bon endroit. Voilà, c'est ainsi que se termine, vous me direz presque enfin, on est quasiment à 1h30, cet épisode des Doigts dans la prise. On espère très franchement qu'il vous a plu. Nous, on a eu un vrai plaisir à le préparer et à le réaliser ici à Clermont-Ferrand. On espère surtout que vous êtes bien déjà. On ose imaginer que ce ne soit le cas. Abonnez à ce podcast. Si ce n'est pas le cas, évidemment, c'est le moment d'y remédier. Je tenais, avant que l'on se quitte, à remercier chaleureusement, évidemment, le Tesla Owners Club France pour leur invitation, leur accueil, et puis pour cet événement qui est quand même
voilà, c'est un truc sans équivalent. Je tenais évidemment aussi à remercier Michelin qui a fait les choses en grand pour accueillir tant l'événement que nous. Enfin voilà, on sent. C'est bien de sortir de Paris de temps en temps. Tu tombes sur des gens vraiment sympas. Et puis en plus, on a des choses à te montrer et à te raconter, ce qui est quand même pas mal. Si vous voulez à votre tour soutenir ce podcast, je voulais vous rappeler des plusieurs façons simples et gratuites qui s'offrent à vous. D'abord, évidemment, vous y abonnez, mais évidemment, c'est déjà fait. Je n'ose imaginer le contraire. Si vous êtes déjà abonné, alors parlez-en autour de vous. Tiens, à chaque fois que vous lirez des bêtises en ligne, et ça manque pas sur les réseaux sociaux ailleurs, à chaque fois que, vous savez, comme je disais la dernière fois, que votre cousin vous dira « Ah non, mais attends, frérot, dans Villebrequin, ils ont dit que l'hybride, c'est le turfu !» Voilà, vous pouvez au moins lui partager ce lien, mais c'est promis, hein, on va tenir nos promesses, on va faire 2 ou 3 épisodes bien didactiques que vous pourrez leur envoyer pour leur expliquer tous les batteries, le machin, la recharge, le vrai coup, le reste. Et alors, le plus important, et là vous allez avoir le temps, les vacances approchent, allez sur votre plateforme de podcast préférée, surtout si c'est Apple, parce que c'est là que les choses se passent le mieux, et laissez-nous un commentaire. Alors, si c'est pour nous pourrir, envoyez-nous un mail. Mais voilà, juste un petit 5 étoiles et un commentaire sympathique si l'émission vous a plu, c'est pas pour nourrir nos égos surdimensionnés, c'est pour permettre à d'autres de découvrir les doigts dans la prise. Ah oui, dernière chose, parce qu'on me passe une note, hein, c'est vraiment, on me dit dans l'oreillette, on vous parlait tout à l'heure de Light, L-I-T-E, light.eco, ce site qui vous permet d'accéder à un service qui va, en se connectant à votre Linky, mieux estimer votre consommation d'énergie. J'ai une bonne nouvelle, je crois qu'il nous disait que le prix normal c'était de l'ordre de, je crois que c'était 17 €, un truc comme ça, de ce genre, ouais, pas mal. Et bien uniquement pour vous, auditeurs des Doigts dans la prise, Light nous offre, et alors là c'est vraiment un cadeau, hein, c'est pas un sponsor, ça ne nous rapporte absolument rien, un code promo qui va vous permettre d'avoir 30% sur votre bilan d'optimisation tarifaire. Pour ce faire, vous allez donc sur light.eco, L-I-T-E.eco, et vous entrez le code promo LDDLP Light 30. LDDLP Light 30. Si vous n'avez pas eu le temps de le noter, c'est pas grave, vous pouvez le retrouver dans les notes de l'émission. Les Doigts dans la prise est comme toujours une production signée Streamstern. Cette fois, c'est terminé. Salut Thomas. Salut Cédric. Rendez-vous au prochain épisode et bonne route à tous cet été. Salut.